Bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Michael Le Guen. Je travaille au Collège doctoral de Sorbonne Université. Je serai accompagné ce soir de Christelle Esouard-Martin. Christelle, je te laisse te présenter. Oui, donc Christelle Isoard-Martin et je suis responsable du service des études doctorales à la commune Université de Lyon, donc pour le site Lyon-Saint-Étienne. Parfait. Un petit rappel du contexte avant de commencer. Nous sommes en fait, bien évidemment, très heureux en fait de vous accueillir. Il y a eu à peu près 900 doctorants inscrits et ce webinaire est à l'initiative en fait des collèges doctoraux en fait de Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne, de Lille, de Lorraine, Grenoble-Alpes, Lyon-Saint-Étienne, Lorraine et Sorbonne Université en lien avec le réseau national des collèges doctoraux. Et ce webinaire en fait a été mis en place afin d'ouvrir le champ des possibles des docteurs dans les fonctions publiques à travers des témoignages et des conseils. Et justement, Christelle et moi-même, en fait, remercions tous nos collègues, Candice avec un S, parce qu'il y a deux Candice, Valérie, Candice. Frédéric, Latifa, Malak, Virginie, qui ont œuvré à l'organisation, en fait, de ce webinaire et qui, en parallèle, répondront donc à quelques questions en direct dans le chat. Alors, il faut juste Bien, préciser peut-être oui, plutôt, donc du coup, s'ils sont plutôt dans l'aspect conversation, parce qu'il oui, y a dans deux la choses, il y partie a conversation, conversation, effectivement. ça sera mieux. Alors, bien que nous consacrerons un court échange en fait à la fin, mais comme vous êtes nombreux à suivre le webinaire, on va essayer de répondre à un maximum de questions en direct. Aujourd'hui, nous avons 6 intervenants présents et nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté en fait cette invitation. Pour votre information, ce webinaire est enregistré, sera disponible par la suite en replay. Juste avant de commencer, nous allons faire un rapide tour de table. Je vous rappelle juste une petite règle. Coupez bien vos micros parce que sinon on a un retour son. Voilà. Je vais laisser la parole à nos 6 intervenants qui vont pouvoir se présenter. Sébastien Chevalier, je vais peut-être vous laisser la parole et puis après, voilà, je vais vous demander de couper vos Et micros, s'il vous plaît. Bon, j'essaie de trouver le micro, Voilà. Et trouver, hein? on va trouver le commencer micro. par la présentation en fait Tu de n'es pas nos sorti au intervenants. jeudi? Ah, Désactiver, Voilà. c'est bon. Voilà. Sébastien Chevalier, je vous laisse la parole et puis après on fera le rapide tour de table et puis on reviendra un petit peu sur, je céderai la parole à Christelle pour commencer vraiment et rentrer dans le vif du sujet. Merci Mickaël. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour que nous parlions du doctorat et de sa valorisation. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont connectées et donc je suis, je le dis de nouveau, ravi. Je suis professeur des universités et j'enseignais dans une université en Bourgogne jusqu'il y a quelques années. Je suis docteur en chimie physique, sciences des matériaux. Et depuis 4 ans et demi, je suis chef d'un service au ministère de l'Enseignement supérieur et à la recherche. Ce service s'appelle Coordination des stratégies d'enseignement supérieur et la recherche. Et parmi ces éléments stratégiques, bien évidemment, figure le doctorat. J'aurai plaisir de témoigner, de vous apporter le regard vu d'une administration centrale sur le doctorat et sa nécessaire attractivité pour mener à bien les missions et le déploiement de politiques publiques au sein d'un ministère. Merci Sébastien. Marie Pierron. Bonjour à tous, je suis ingénieure de recherche au CNRS. J'ai un doctorat de Sorbonne Université en neurosciences comportementales et cognitives et je suis aussi administratrice nationale de l'Association des villes universitaires de France, en charge de la recherche pour l'action publique. Et donc l'idée de ma présence aujourd'hui, c'est de parler de la place des docteurs en collectivité territoriale, donc dans la fonction publique territoriale. Merci Marie. Céline Husson Roche-Congar. Oui, merci. Rebonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis docteur en droit public des universités de Strasbourg et de Genève. Je suis spécialiste de théorie du droit, droit international et européen des droits de l'homme et finances publiques. Pendant une douzaine d'années, j'ai été maître de conférence HDR à l'université de Picardie, où j'ai dirigé l'un des axes de recherche du CURAP, le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, avant d'être nommée directrice de la recherche de l'Institut national du service
service public où je suis à l'heure actuelle. L'INSP, c'est la structure qui a remplacé l'ENA en 2022. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai pour mission de rapprocher les mondes de la haute fonction publique et de l'université. Et notamment, on est en train de mettre en place un parcours doctoral à l'intérieur de l'INSP qui ouvrira au mois de septembre prochain. Voilà. Merci Ravie à de vous. ces échanges. Merci. Sophie Pujol. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, j'ai fait une thèse de doctorat en sciences de la vie et de la santé à l'Université de Franche-Comté. J'étais rattachée au sein de l'école doctorale environnement et santé. Et voilà, la spécialité de mon doctorat, c'était recherche clinique. Et actuellement, je suis ingénieure d'études et de recherche au CHU de Besançon. Et donc, je travaille en tant que chargée de projet sur différents projets de recherche portés par le CHU. Merci. Donc, Amélie Le Bihan. Bonjour à tous, je suis également ravie d'être ici avec vous. Donc je suis Amélie Le Bihan, j'ai un doctorat en archéologie, de l'université, Panthéon-Sorbonne. Ma spécialité, c'était, autour des pratiques religieuses dans la Syrie romaine et j'occupe depuis 2013, j'ai occupé différents postes au sein de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche dans différentes universités et actuellement, je suis chargée de valorisation de la recherche, au sein de l'École normale supérieure, de Lyon. Merci. Et enfin, donc, Nolwenn Agnier. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie également d'être parmi vous ce soir. Donc, pour ma part, je suis docteur en psychologie sociale. Donc, j'ai une thèse de l'université Clermont-Auvergne qui portait sur l'impact des normes sociales sur les comportements de discrimination. Et depuis quelques années maintenant, je travaille au sein de la métropole européenne de Lille en tant que chargée de mission recherche et développement. Et donc, je porterai plutôt ce soir le regard de témoignages sur la fonction publique territoriale. Eh ben, merci à vous. Donc, des profils très variés. Christelle, je te cède la parole. Alors, ton micro est coupé. Oui, c'est tout. Désolée. Donc, je disais que nous allions rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'aborder les parcours de chacun et chacune, voilà, on souhaitait d'abord se tourner vers Marie, Céline et Sébastien afin de discuter plutôt compétences au regard des besoins. Donc, dans un premier temps, je vais me tourner vers Sébastien. Et voilà, pour évoquer la place des docteurs dans les fonctions publiques et l'évolution des besoins en compétences qui amènent, je dirais, les fonctions publiques et au-delà à recruter ce type de profil. Alors, petite règle du jeu, si possible en 3 minutes. On va essayer, sinon je compte sur vous pour nous signaler qu'on est un petit peu trop Très bien. long. Je veux bien commencer peut-être sur l'aspect, déjà le message à faire passer à toutes les personnes. Donc, j'imagine beaucoup de doctorantes, de doctorants. C'est le doctorat ouvre tous les champs des possibles. On a une vision parfois un peu caricaturale du doctorat qui ne cible qu'après la recherche académique au sens organisme de recherche ou université et la recherche développement. Je le dis souvent, la manière dont on se forme au doctorat, les compétences acquises, certes, sont scientifiques, mais aussi sont très humaines ou très comportementales. Quand vous allez valoriser votre doctorat, ne tombez pas dans le travers de valoriser la molécule, l'auteur spécifique, la période historique. On sait que vous êtes un spécialiste, une spécialiste, parce que vous allez avoir votre thèse, vous allez la défendre devant des rapporteurs et un jury qui vont vous donner le diplôme au bout. Par contre, toutes les compétences, vous allez mobiliser, qu'elles soient, je le répète, comportementales, prise de parole en public, capacité de synthèse, curiosité, culture du doute. J'insiste beaucoup sur ce sujet. Et c'est un des rares environnements, la thèse, où on cultive le doute à plusieurs moments du parcours. La capacité d'animer une équipe, pour certains de faire un peu d'enseignement, d'acheter du matériel scientifique, de parler devant ses pairs dans des colloques où on est mis sur le grill pour présenter et défendre ses travaux scientifiques. Toutes ces compétences-là sont uniques et seul le doctorat peut les procurer. Et c'est véritablement ce que les fonctions publiques recherchent. Moi, dans mes équipes, j'essaie de recruter le maximum de docteurs
parce qu'ils apportent une capacité, certes réflexive, une capacité à mettre en perspective ces travaux par rapport à ce que dit la littérature. La littérature, elle peut être scientifique, mais ça peut être un rapport de la Cour des comptes, un rapport de l'inspection générale ou une publication via les médias. Je demande beaucoup cet esprit analytique qui manque parfois à l'administration centrale, de se dire, voilà, j'ai un avis, je l'assume et je l'étaye. Et c'est véritablement ce que je recherche moi lorsque je recrute un docteur dans mes équipes, et il y en a un certain nombre, de manière à ce qu'on puisse véritablement changer aussi les manières de travailler, embarquer les gens qui n'ont pas de doctorat et qui sont encore nombreux dans l'administration. Et si un ministère comme le mien, qui est le ministère de la connaissance et qui porte le doctorat, ne le fait pas, je ne sais pas lequel se sentira légitime pour le faire. Donc j'y accorde beaucoup, beaucoup d'importance. Merci Sébastien. Donc, pour ce témoignage, et je voulais interroger plus spécifiquement Marie sur justement quels sont les besoins, les compétences des docteurs, en particulier au sein des collectivités territoriales. Alors, dans les collectivités territoriales, c'est un sujet assez complexe parce que si on cherche, par exemple, le nombre de docteurs actuellement en poste, eh bien, c'est un chiffre qu'on ne va pas trouver avec précision. Il y a effectivement des études qui ont pu essayer d'être faites, mais c'est vrai que, par exemple, les RH, quand elles recrutent quelqu'un, ça ne va pas nécessairement être une donnée qu'elles vont collecter et qui vont permettre de savoir combien il y a de docteurs. Alors, il y a une estimation à peu près en 2020 qui dit 3500 docteurs sur l'ensemble des collectivités territoriales. Je pense que ce chiffre est très sous-évalué et qu'il est beaucoup plus élevé. Mais en l'occurrence, simplement pour vous dire, ça va être difficile ce soir de vous donner un chiffre précis. Alors pour les collectivités territoriales, et en particulier, je pense aux municipalités, aux villes, qui sont les collectivités en nombre les plus importantes, et puis aussi en termes de diversité. Vous avez une petite commune rurale de 700 habitants, et puis vous avez aussi Paris, qui n'est pas exactement d'ailleurs qu'une ville, qui est aussi un département. Donc il y a une très très grande diversité. Ça veut dire aussi du coup une extrême diversité dans le type de compétences qui vont être exercées, puisque c'est une collectivité qui a ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Elle peut donc intervenir sur tous les domaines qui lui semblent importants pour répondre aux besoins de ses habitants. Ça veut dire que du coup, eh bien, peut-être pas dans toutes les collectivités territoriales, vos compétences pourront trouver une façon de s'exprimer, mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder du coup ce que proposent les différentes collectivités territoriales. Et notamment, je dirais que la période du Covid nous a permis de nous rendre compte qu'il y a un absolu besoin de connaissances scientifiques pour les habitants, mais aussi pour ceux qui prennent des décisions politiques, d'être éclairés par ces connaissances scientifiques. Et c'est pour ça que les docteurs ont une place extrêmement importante pour moi en collectivité territoriale. C'est pour pouvoir faire évoluer les politiques publiques à partir de données scientifiques, ou pour les évaluer, pour se dire, par exemple, eh bien, est-ce que là, on fait les choses au mieux en fonction des connaissances actuelles? Peut-être pas nécessairement, peut-être qu'il faut qu'on revienne sur certaines choses. Donc, voilà ma réponse. Eh bien, merci. Du coup, je pense qu'on va tout de suite passer sur la réponse de Céline, qui est dans la droite ligne de ce qui vient de se dire, et pour préciser les choses. Oui, merci beaucoup. En effet, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit à la fois par Sébastien et par Marie. Et moi, ce sont mes fonctions, en fait, de créer des passerelles entre la haute fonction publique et le monde académique, universitaire et de la recherche. Donc, je pourrais plus soyer sur l'ensemble. Je vais essayer d'être beaucoup plus pragmatique et d'envoyer aux doctorants qui nous écoutent un message très positif et un message d'espoir. J'ai été pendant toute ma thèse représentante des doctorants dans différentes structures. Je sais que c'est une espèce de serpent de mer de se demander comment on fait reconnaître la valeur de son doctorat dans le monde professionnel, que ce soit dans le public ou dans le privé, autrement que dans le monde académique, dans le monde universitaire. Et on sait tous qu'il n'y a pas tant de postes que ça dans le monde universitaire. Et puis, c'est pas tous notre projet. Je voudrais vous dire que je suis en contact quasiment tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, avec des administrations de sortie de l'INSP, donc de l'ancienne ENA, c'est-à-dire différents ministères, des corps de contrôle
ensemble d'un point à l'autre de l'action publique, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de la Transition écologique, la Cour des comptes, le Conseil d'État, même si désormais ce sont plus des corps dans lesquels on sort directement, ces deux derniers, l'inspection générale de l'action sanitaire, et partout il y a une demande de scientificité, une demande de chercheurs. Partout, on a besoin de gens qui savent identifier dans le contexte transitionnel actuel, hein, surtout sur les problématiques de transition écologique et numérique, mais ces problématiques-là sont en train de faire entendre cette voix qu'on essayait de faire entendre depuis longtemps, comme doctorant et comme docteur, à savoir que on ne pose pas les problèmes de la même manière lorsqu'on est dans le cadre d'une démarche scientifique et lorsqu'on est décideur public, parce que les temporalités sont différentes. La temporalité scientifique, c'est la responsabilité des chercheurs de savoir dire, sur ce sujet, j'ai besoin de composer une base de données, voilà ce que sont mes données, voilà ce que sont mes outils, voilà comment je les utilise, voilà quelles sont mes méthodologies. Et mon travail au quotidien, j'en sors à l'instant, c'est de former les élèves qui seront les hauts fonctionnaires de demain, les fonctionnaires de responsabilité de demain, à savoir dialoguer avec des chercheurs, à savoir dialoguer avec des docteurs. Une partie d'entre eux le sont déjà, parce que sur la promo, ils sont 61, il y a eu 8 ou 9 docteurs cette année. Il y a quelques postes au concours d'entrée. Il y a un concours spécifique, que peut-être que certains le savent, qui est réservé aux titulaires d'un doctorat. Ce ne sont que quelques postes chaque année, 2, 3, 4, suivant les années et les promotions. En revanche, rien n'empêche des docteurs de passer les autres concours, que ce soit le concours externe, le concours interne, le troisième concours. Les profils sont extrêmement variés. L'année dernière, on avait une géographe spécialiste de ressources stratégiques, un astrophysicien, une spécialiste d'études de poétique africaine comparée. Cette année, on a un spécialiste de pharmacie et biologie fondamentale, un autre qui fait des sciences comportementales, une troisième qui fait des études latino-américaines. C'est vraiment un exemple, mais c'est pour vous ouvrir le spectre des possibles. Dans la haute fonction publique aussi, on a besoin de ce type d'expertise et je souscris tout à fait à la manière dont Sébastien Chevalier présentait les choses sous cet angle-là. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il est possible peut-être de préciser pour notre auditoire qui n'est peut-être pas très habitué au jargon ou aux modalités de la fonction publique, par exemple sur les concours internes, externes, tout ça, peut-être donner rapidement, à quoi ça Alors, correspond? oui, le concours qu'on a tous en tête, c'est le concours externe qui est passé par des gens qui ont généralement entre 24 et 27 ans et qui ont fait souvent des masters en études publiques dans un institut d'études politiques la plupart du temps, mais pas seulement. Ils peuvent venir de masters de droit, sciences politiques, économie, géologie, enfin que sais-je encore. Il y a un concours interne qui est réservé à ceux qui ont déjà quelques années d'expérience dans la fonction publique. Le troisième concours est réservé à ceux qui ont quelques années d'expérience dans des fonctions privées ou dans le monde associatif ou en tant qu'élus locaux. Il y a un concours talent dont vous savez peut-être qu'il vient d'être sauvé par le nouveau ministre il y a quelques jours. En tout cas, son expérimentation a été prolongée pour 3 ans. Et puis le concours docteur dont l'expérimentation a été prolongée aussi sur suite d'un rapport que nous avons fait avec mon équipe l'année dernière. Et tous ces éléments sont en ligne sur le site de l'INSP. C'est pour quoi je vais vite, parce que 3 minutes, c'est plus que Oui, court. mais je pense qu'il fallait quand même donner ces précisions, parce que on n'est pas tous je vous remercie. au fait de toutes ces modalités. Merci pour vos témoignages un peu macro, et puis je vais laisser la parole à Mickaël pour rentrer justement plus dans le témoignage. Oui, merci. Alors, donc, on voit que vous avez tous des profils en fait très intéressants, très divers, que vous occupez aussi des postes très intéressants et puis qui montrent la diversité en fait du doctorat en fait, on va dire dans les fonctions publiques. Moi, j'aimerais vous poser en fait une question enfin, pour démarrer. Euh, Quel a été votre parcours avant de rentrer en fait dans la fonction publique et pourquoi avoir fait justement le choix de travailler dans la fonction publique et aujourd'hui, quelles sont vos missions principales? Alors, on va peut-être refaire un tour, on va refaire un tour via Sébastien. Alors, mon parcours, il est assez classique.
Thèse à Dijon dans un labo de sciences du solide sur la réactivité de matériaux métalliques à haute température. Ensuite, j'ai fait un postdoc en Allemagne et j'ai eu la chance d'avoir un poste de maître de conférence à mon retour de postdoc. J'ai passé l'HDR 5 ans plus tard et puis après, j'ai eu la chance à nouveau d'avoir un poste de prof d'université dans la foulée. Et en fait, je ne m'étais pas du tout prédestiné à la haute fonction publique dans la mesure où j'étais un enseignant-chercheur impliqué dans la recherche avec beaucoup de thèses, beaucoup de collaborations internationales, beaucoup de séjours à l'étranger en tant que prof invité, etc. Donc, et puis, une forte implication dans le volet pédagogique et justement dans la reconnaissance de ce que j'appelle le talent des uns des autres, qui n'est pas forcément le talent d'un point de vue de la note ou du major de promo. Donc, j'ai beaucoup œuvré avec les étudiants autour d'un projet qui s'appelait Talent Campus pour repérer ces compétences qui font la différence entre les étudiants, indépendamment du parcours académique. Et puis, je me suis investi dans la vie de l'établissement. J'étais vice-président. Je me suis occupé à un moment de la commu Bourgogne-Franche-Comté. J'ai eu plein de responsabilités, directeur adjoint d'un laboratoire d'une grosse unité mixte de recherche. Et je me suis retrouvé en 2020 dans une phase où on a eu un peu de temps pour réfléchir, où je me suis demandé si j'avais encore envie de le faire, si j'avais envie de le faire toute ma carrière, ou si je voulais peut-être mettre à profit mes compétences, ma connaissance du terrain. Je ne l'ai pas dit aussi, j'ai été candidat à la présidence de mon université à 2 reprises. J'ai perdu à 2 reprises, mais je le dis tout le temps, ce n'est pas grave. Et c'était une très belle aventure qui m'a obligé aussi à regarder ce qui se faisait ailleurs pour imaginer un programme, pour le rendre convaincant. Et voilà, j'ai eu envie en 2020 peut-être de manière un peu prétentieuse d'utiliser mes 20 ans d'expérience au profit du national et d'établissements puisque c'est notre rôle, notre mission, nous, c'est d'aider, d'accompagner les établissements en termes de politique publique, d'accompagner les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants. Et j'ai eu envie de le faire à une autre échelle. Donc, à l'époque, je connaissais un peu la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, Anne-Sophie Barthez, et je l'ai un peu au culot. Je lui ai envoyé un mail en disant est-ce qu'on peut faire une visio? Est-ce que vous auriez quelque chose à me proposer? Et puis la visio s'est bien passée. Elle m'a dit ben là, j'ai pas grand-chose. Et un mois après, elle m'appelait en me disant ben, j'ai un poste de chef de service qui se libère. Je pense que ça peut vous convenir. J'ai regardé le profil, j'ai rien compris. Coordination des stratégies de l'enseignement supérieur de la recherche, ça fait un peu fourre-tout. C'est à la fois de la recherche, de l'innovation, de l'enseignement sup, de l'insertion pro. Et j'ai candidaté, j'ai été pris. Et je le dis souvent, la première heure que j'ai passée dans ce bureau, je me suis trouvé à ma place. C'était le bon moment. Alors, c'était sécurisé. J'ai toujours mon poste de professeur d'université à Dijon, donc je peux revenir dans mes amours premières à tout moment. Je ne pense pas revenir pour l'instant, mais véritablement, voilà, je m'éclate. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais vraiment, c'est un travail utile parce que toute cette expérience capitalisée et cette expérience avec le regard du chercheur, du docteur, m'a été utile depuis mon arrivée il y a presque 4 ans et demi maintenant au ministère. Merci. Moi, ce que je Voilà. retiens, donc, c'est des parcours dans un parcours de la fonction publique avec aussi la création d'un réseau qui vous a permis peut-être Exactement. d'accéder à différents postes. Ça, c'est aussi important, la notion en fait de réseau. Merci Sébastien. On refait un tour donc auprès de tout le monde. Donc Marie, en fait, même question. Quel a été votre parcours en fait doctoral avant d'arriver dans la fonction publique? Pourquoi avoir fait le choix de travailler dans la fonction publique? Et quelles sont vos missions aujourd'hui, vos missions principales? Alors donc moi j'ai eu, mon doctorat en 2013, à l'ENS, à l'Institut, Jean Nicot et puis, ensuite j'ai obtenu un concours, d'ingénieur de recherche au CNRS et en parallèle j'étais, élue locale et dans mon rôle d'élue locale, j'ai eu, à développer les politiques publiques de diffusion de la culture scientifique notamment, mais aussi, d'être, en charge d'une pépinière d'entreprise dédiée au bien vieillir et à l'autonomie dans laquelle, notamment participe, Sorbonne Université Mhm. et si je vous dis ça, c'est aussi parce que dans ces 2 axes, de politique publique que je porte, il y a des docteurs qui ont été recrutés. Notamment la directrice,
de cette pépinière d'entreprise, Isabelle Marchand, eh bien, elle est docteure Sorbonne Université en biologie moléculaire et maintenant elle met en œuvre la politique de développement économique du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre sur les questions de bien vieillir et d'autonomie au sein de cette pépinière d'entreprise. Et puis, dans la ville d'Ivry, comme je suis en charge de la culture scientifique, eh bien, nous avons recruté une chef de projet culture scientifique. Et cette chef de projet culture scientifique est docteure en histoire d'une université italienne et elle apporte énormément en termes de politique publique. C'est-à-dire que nous avons pu notamment développer la recherche participative, donc une forme de recherche qui va à la fois rassembler l'expertise scientifique, mais aussi l'expertise citoyenne et celle des agents de la collectivité pour faire évoluer les choses sur un sujet bien précis, les questions de pollution. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, les docteurs, il y en a de plus en plus dans notre collectivité et ils apportent énormément en matière de politique publique et ils sont des postes très très différents. Il y en a un autre qui est au laboratoire d'innovation de la ville. Le laboratoire d'innovation, c'est un endroit où on cherche à faire évoluer nos politiques publiques de façon générale, mais aussi en lien avec les ressources humaines. Merci. Alors ça c'est intéressant parce que donc le profil en fait des docteurs recrutés sont divers. Juste une petite précision, Marie. Là donc ce sont en fait c'est la fonction publique territoriale. C'est un recrutement sur concours, c'est un recrutement en CDD, en CDI. Alors effectivement, tous les docteurs sont recrutés au départ, ceux dont j'ai parlé en tout cas, en CDD et ensuite ils se sont engagés à passer, le concours de la fonction publique territoriale et depuis, eh bien ils sont, fonctionnaires, territoriaux. Mais, la porte d'entrée, c'est très souvent, chargé de mission et cetera, et par exemple chargé de mission transition écologique, chargé de mission recherche société, tout ce genre de poste qu'on va trouver, dans la fonction, publique, territoriale et effectivement, comme pour toutes les fonctions publiques, il y a un concours et bien d'abord, il y a un recrutement en CDD, puis ensuite l'agent décide si oui ou non, ça lui convient et s'il a envie de s'engager, je dirais, plus largement, dans la fonction publique territoriale, à ce moment-là, il passe un concours. Et il y a plein de Merci. concours différentes sur la fonction Oui. publique territoriale. Par exemple, on peut être psychologue territorial, on peut être ingénieur territorial, attaché, administrateur, enfin il y a voilà, il y a vraiment une très grande diversité des postes. Je tiens juste à dire que 75 des postes dans la fonction publique territoriale sont de catégorie C, alors que ceux qui vont correspondre aux docteurs, ça va être A et A+. Bonne nouvelle. Merci Marie. Céline? Oui, alors c'est une vaste question. Pourquoi j'ai décidé d'entrer dans la fonction publique? À vrai dire, je ne me suis jamais posé cette question parce que pour moi, c'était complètement une évidence. Faire de la recherche, c'est forcément se mettre au service de la communauté, au service du collectif, produire une connaissance, essayer de préciser l'état des savoirs à un moment donné. Il me semble qu'on en a toujours eu besoin, mais ces temps-ci peut-être de plus en plus. C'est une question d'intérêt général, c'est une question de bien commun pour moi qui suis internationaliste, puisqu'en France on dit intérêt général pour penser cette question à l'intérieur de l'État, mais en réalité c'est même une question de bien commun. Donc, et puis sans doute qu'en plus j'ai toujours été un peu une forte tête, donc j'avais l'idée qu'en travaillant dans le privé, je devrais rendre des comptes à des tas de gens, alors que je rendais compte d'abord à moi-même en termes d'exigences scientifiques. Et ça, c'est pas plus simple parce que d'une certaine manière, on a tendance à se mettre beaucoup plus la pression sur ce genre d'éléments, mais au moins on est son propre maître pour peu qu'on respecte les méthodologies de notre propre discipline. Progressivement, moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur les valeurs de la démocratie européenne, donc je travaille vraiment sur la manière dont l'État tisse le lien entre l'individu et le collectif. C'est ce qui a motivé mon passage dans la fonction publique plus classique, si je puis dire, parce que évidemment l'université, c'est aussi la fonction publique,
parce que comme universitaire, j'ai assumé diverses responsabilités et notamment j'ai dirigé un tout petit institut de préparation à l'administration générale de province à Amiens, 250 étudiants, 90% d'étudiants boursiers, une problématique d'égalité des chances énorme. Et j'ai construit un dispositif de classe préparation intégrée, donc c'est des classes prépa égalité des chances, c'est l'ancêtre des classes talents, avec la directrice de l'Institut régional d'administration de Lille. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte que l'un des problèmes qu'on avait peut-être pour arriver à passer à l'échelle sur un certain nombre de choses, c'était qu'on avait l'air de se dire les mêmes choses parce qu'on utilisait les mêmes mots et qu'en réalité, ça voulait pas dire exactement la même chose selon qu'on était chercheur en sciences sociales ou selon qu'on était dans l'administration active, si je puis dire. Et lorsque deux collègues, j'ai beaucoup fait d'interdisciplinarité, je mesure que c'est extrêmement difficile à mener en France parce que les dispositifs ne sont pas faits pour ça. On se rend compte quand on maîtrise bien son sujet en sciences sociales qu'on a souvent besoin d'aller chercher au-delà de sa propre discipline, au-delà d'une école de pensée dans laquelle on s'inscrit peut-être, mais on a besoin de méthodologie très ferme, on a besoin de positivisme méthodologique, mais on a besoin aussi d'accompagnement de la part des autres. Oui. J'avais très envie de trouver le moyen de faire ça efficacement. Et puis, un jour, deux collègues différents qui ne se connaissent pas entre eux m'ont envoyé une fiche de poste en me disant ce poste, voilà, il y a une direction de la recherche qui se crée à l'ENA et c'est pour toi parce que ça correspond absolument à ce que tu fais depuis 10 ans. Donc, j'ai candidaté et j'ai eu la chance d'être retenue. Et comme Sébastien, je pense que j'ai pas mis 10 minutes à penser que j'étais au bon endroit. Alors j'espère que j'arrive à le prouver au quotidien, j'espère que les autres le pensent aussi, mais en tout cas, moi je suis convaincue, alors c'est une charge de travail énorme, mais d'un autre côté, c'est vraiment à ça qu'on sert, nous autres docteurs dans la fonction publique, à faire un pas de côté, adopter une démarche réflexive pour un ensemble de choses, faire passer la parole scientifique autrement qu'en venant avec la vérité sous le bras, essayer de créer des espaces de discussion d'une certaine manière, c'est notre responsabilité, il me semble. Et donc c'est en tout cas ce que j'essaye de faire moi au quotidien ici. Merci Céline. Alors je vais poser la même question à Sophie, Amélie et Nolwenn. Qui veut commencer? Peut-être Sophie, je vous vois en premier sur l'écran. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai eu un premier poste dans la fonction publique hospitalière en tant que chargée de projet, en tant qu'ingénieure d'études et de recherche, sur un CDD de 18 mois au départ. C'était pour porter une étude qui portait sur bruit et scolarité. Donc le CHU avait bénéficié d'un financement pour faire cette étude. Il cherchait un chargé de projet. Et en fait, c'est une fois dans la fonction, enfin, au cours dans ce poste, que j'ai eu la possibilité de faire une thèse et qu'à l'issue de la thèse, j'ai continué à travailler pour le CHU. Et donc voilà, au départ, j'ai cumulé les contrats en CDD et puis ensuite, j'ai fini par obtenir un poste en CDI en tant que contractuel de l'État. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais passer, il y a des concours internes qui sont organisés par le CHU. Donc, si je voulais avoir un poste de titulaire, il faudrait que je passe ce type de concours. Donc là, un concours de la fonction publique hospitalière. Hospitalière, oui, pour être ingénieur hospitalier. Et donc, ça implique une formation à Rennes. Il n'y a rien de compliqué. Oui, donc en fait des évolutions aussi internes, si vous rentrez sur un poste dans une fonction publique, pas mal aussi d'évolutions qui sont possibles. Je vois que dans la conversation, il y a des questions, mais on reviendra en fait dessus tout à l'heure. Amélie, votre parcours, s'il vous plaît. Alors donc moi, comme je l'ai dit, j'ai un doctorat en archéologie, donc j'ai fait une thèse, assez longue en fait, déjà en SHS, c'est vrai qu'on a tendance à avoir du mal à tenir les 3 ans. Donc moi, j'ai fait une thèse assez longue parce que j'étais pas financée, donc j'ai toujours travaillé à côté et j'ai beaucoup enseigné aussi, à l'université. J'ai été à terre pendant mon doctorat, avec une charge à temps plein d'enseignement et cetera. Donc voilà, j'ai fait une thèse assez longue et en parallèle donc de cette thèse, j'ai eu différents emplois, principalement dans la fonction publique en tant que vacataire ou avec des contrats, hem
étudiants, tuteurs étudiants, etc. Donc, j'ai travaillé pas mal en bibliothèque universitaire, bibliothèque municipale et dans différents petits jobs administratifs, quoi, pour l'alimentaire à côté du doctorat. Et c'est vrai que j'ai terminé ma thèse parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'en archéologie, on a aussi beaucoup de terrain, donc j'ai adoré les chantiers archéologiques. En plus, moi, je travaillais à l'étranger au Proche-Orient, donc c'était assez sympa. Mais c'est vrai que je savais qu'il y avait quand même des débouchés très limités et un nombre de postes de moins en moins fréquents. Et donc, dès la fin de la thèse, je savais que je postulerais pas forcément pour un poste académique au CNRS ou au sein des universités, maître de conférences. Donc, j'ai un petit peu justement réfléchi en me disant, bon voilà, que quand même j'aimais ce domaine de la recherche et que du coup, peut-être que se diriger vers les métiers de l'administration de la recherche me permettrait de garder un contact avec, les chercheurs, le mode projet, et cetera. Donc, j'ai postulé à des CDD, enfin un CDD, au sein d'une université donc, pour être, voilà, travailler dans l'administration de la recherche. Ça m'a permis, de finir par, au bout de 2-3 ans, enfin 3 ans, de passer un concours donc ITRF. Donc ITRF, c'est les personnels, de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc c'est ingénieurs et personnel technique de la recherche et de formation. Donc moi, je suis rentrée au grade ingénieur d'études. Donc j'ai vu dans le chat que quelqu'un recommandait de postuler à IGR, mais ingénieur de recherche, mais il y a très peu de postes. Donc c'est très difficile de rentrer directement en IGR. Donc c'est un peu la différence entre quand on dit A et A+, mais en fait, généralement, on rentre, en statut en tout cas en externe, on rentre principalement en statut IGE pour les universités, enfin les établissements du supérieur. Donc moi, je suis rentrée au bout de 3 ans, j'avais eu un CDD, donc comme, ceux précédemment là, qui ont mentionné cette option. Donc je suis rentrée en CDD et ensuite, pour avoir une pérennisation de mon poste, j'ai postulé au concours externe que j'ai obtenu dans un autre établissement que celui dans lequel je travaillais. Donc ce qui m'a fait aussi changer, de poste et avoir une expérience, plus diversifiée. Ce qui m'a motivée donc à travailler dans la fonction publique, donc c'est tout d'abord que je voulais rester dans le domaine recherche, même si c'était dans l'accompagnement. En fait, mon idée, c'était vraiment de continuer à accompagner les enseignants-chercheurs et les doctorants dans la réalisation de la recherche. J'ai choisi le public parce que, bah, voilà, comme, l'a dit Tu veux Céline, rentrer où? il y a cet intérêt du service public, de l'intérêt général et cetera. Je trouve aussi que la carrière, et T'étais ça, on où? n'en a pas encore parlé, c'est qu'il y a quand même, beaucoup de possibilités au cours d'une carrière, dans la fonction publique. Il y a énormément d'évolutions possibles. On a parlé des 3 fonctions, publiques, donc État, hospitalière et territoriale, mais en fait, moi, je suis rentrée à l'université, mais je peux postuler à un poste, au sein d'une collectivité si je veux. Donc on a quand même une grande mobilité possible et il y a quand même énormément de postes de fonctionnaires, au sein de la France, quoi, enfin en France, de notre territoire. Et du coup, on est à la fois une mobilité géographique simple. Moi, par exemple, j'ai quitté Paris pour Lyon en mutation et cetera, c'était assez simple. Donc il y a ces opportunités professionnelles, assez fortes avec énormément de postes, voilà, auxquels on peut postuler une fois qu'on est rentré dans la fonction publique. Et dans les évolutions de carrière, il y a aussi le fait que je trouve, enfin j'ai l'impression qu'on est quand même très accompagné dans son évolution professionnelle aussi au sein de la fonction publique. Il y a énormément de formations proposées et cetera, donc on peut rapidement, monter en compétences. Donc je trouvais que, il y avait, le côté intérêt général, rester dans l'administration de la recherche, dans le domaine recherche et en même temps, d'avoir, la possibilité, parce que bon, bah, quand on commence à rentrer dans la fonction publique, on se dit qu'on va y rester 40 ans maintenant, hein, à peu près. Donc c'est important, je trouve, que d'avoir pu intégrer, je trouve moi, enfin, d'être rentrée dans un corps qui me permet d'avoir, vraiment, une évolution de carrière, possible. Et d'ailleurs en 10 ans, j'ai fait quand même des choses assez, différentes, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'a motivée à rentrer dans la fonction publique. Merci Amélie et Nolwenn?
Oui, alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, donc moi j'ai une thèse en psychologie sociale, donc mes travaux de recherche portaient plus spécifiquement sur l'étude des déterminants de nos comportements, donc ce qui va freiner ou motiver nos comportements. Et c'est vrai que je me souviens que très vite, pendant mon travail de thèse, j'ai été très intéressée par la manière dont ces connaissances académiques pouvaient être mises en application. Et donc, j'ai directement, après ma thèse, hein, que j'ai eu la chance de pouvoir faire en 3 ans et demi, puisque j'avais un financement doctoral, j'ai basculé vers des postes plus appliqués. Donc, j'ai d'abord travaillé dans une entreprise privée, ensuite en tant qu'indépendante. Donc, je faisais du conseil basé sur les recherches en sciences humaines et sociales. Et je suis arrivée donc à la métropole européenne de Lille, donc la MEL, en 2022, comme je le disais tout à l'heure, sur un poste de chargé de mission. Donc, pour rebondir aussi sur ce que disait Marie Piron, comme vous l'avez dit, sur un CDD d'abord d'1 an qui a été renouvelé pour un CDD de 3 ans, avec l'idée évidemment de passer le concours d'attaché territorial d'ici peu. Donc j'ai fait le choix de la fonction publique parce que je suis assez convaincue, en lien aussi avec ce que disait Céline Husson-Roche-Congar tout à l'heure, que l'application en fait des connaissances en psychologie sociale, ça implique d'inciter, d'encourager certains comportements, et que il faut le faire avec une certaine éthique. Et pour moi, ça allait avec l'idée de le faire dans le sens de l'intérêt général ou du bien commun, justement, on le mentionnait tout à l'heure. Et c'est vrai que la fonction publique, ça me paraissait être l'environnement le plus propice à ça. Non pas forcément que ça soit le seul, mais au final, pour moi, ça faisait vraiment beaucoup de sens de me dire, on va utiliser des connaissances, des méthodologies scientifiques, de sciences humaines et sociales, pour justement inciter à des comportements plus vertueux. Et donc, ce qui m'amène à faire la transition vers mes missions actuelles, puisque donc au sein de la MEL, je travaille dans une direction qui s'appelle la direction recherche et développement, qui a des missions qui semblent, je pense, assez similaires avec ce que Marie, vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'un labo d'innovation. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de notre direction, on va avoir pour mission d'impulser des méthodes innovantes de conception des politiques publiques. Et moi, ma mission plus particulièrement, ça va être d'accompagner des chargés de projet plus opérationnels, donc qui vont travailler sur des thématiques comme la gestion de l'eau, le tri des déchets, l'alimentation, la mobilité, etc. Des chargés de projet qui ont dans leur feuille de route des objectifs d'accompagnement au changement de comportement, et qui vont vouloir justement mobiliser les connaissances, les méthodes de sciences dites comportementales, de sciences humaines et sociales, pour justement arriver à atteindre ces objectifs. Donc, pour vous donner quelques exemples, en fait, je me rends compte que j'ai donné mes exemples dans ma petite parenthèse tout à l'heure, mais par exemple, je vais accompagner des chargés de projet de la direction des déchets ménagers sur la conception d'actions de communication incitative pour inciter les habitants à trier leurs déchets alimentaires. Je vais accompagner aussi d'autres collègues qui ont pour objectif d'inciter à végétaliser l'alimentation. Donc là, on travaille notamment sur la restauration collective. On travaille aussi avec les collègues de la mobilité pour inciter les habitants à justement utiliser des modes de mobilité plus doux, etc. Donc je suis plus dans une direction support avec vraiment cette casquette sciences comportementales. Merci, donc intéressant. Merci. Alors, je remercie nos collègues Candice et Frédéric qui vous mettent quelques liens en ligne, notamment sur Choisir le service public, où là, vous avez pas mal d'informations pour intégrer la fonction publique et quand même les quelques milliers de postes à pourvoir. Donc, bien évidemment, il faut un petit peu creuser, donc affiner. Il y avait une question peut-être, Marie, pour vous, sur les catégories A et A+. Concrètement, c'est quoi? C'est des postes dédiés aux docteurs, c'est l'encadrement Non, c'est pas des postes dédiés aux docteurs parce qu'il n'y a pas de poste dédié aux docteurs dans la fonction publique territoriale. Mais en l'occurrence, c'est des postes sur lesquels on va retrouver plus facilement les docteurs du fait des compétences nécessaires pour ces postes. Donc, ça va être des postes d'encadrement. Ça peut être alors dans la fonction publique territoriale, à la tête d'une mairie, vous avez un directeur général des services qui est en général accompagné par des directeurs généraux des services adjoints qui vont avoir des thématiques plus particulièrement. Par exemple, quelqu'un peut avoir
santé, jeunesse, espace vert, etc., dans ces thématiques. Donc ça va être plutôt ces postes-là où, il va y avoir une forte responsabilité d'encadrement parce que, par exemple, la commune, dans laquelle je suis, il y a 2000 agents territoriaux. Donc si vous voyez un petit peu, il y a 4 DGA, ça fait un Mmh. nombre, d'agents à encadrer extrêmement important. Peut-être dire aussi que pour rentrer dans les collectivités territoriales, il y a les thèses, CIFRE. Ces thèses peuvent se faire, avec des collectivités territoriales et c'était notamment, l'objet du programme 1000 doctorants pour les territoires, Mmh. porté anciennement par ESAM Université. Et il y a maintenant un certain nombre, de docteurs qui sont rentrés par cette voie-là dans les collectivités territoriales. La ville de Paris, elle prend chaque année 10 doctorants. C'est donc 30 doctorants qui sont en cours, Mmh. de travail à la ville de Paris. La métropole de Lyon, c'est à peu près 7. Il y en a aussi à Bordeaux, il y en a à Rennes, il y en a à Lille, il y en a un petit peu dans toutes ces grandes villes. Et ils jouent un rôle extrêmement important pour faire évoluer les politiques publiques, à mon sens, et notamment parce qu'on a affaire à des questions qui sortent du champ des compétences habituelles des collectivités territoriales. Par exemple, le changement climatique, eh bien, je dirais que dans la structure classique d'une collectivité territoriale, vous n'aviez pas un poste qui pouvait correspondre enfin, avec une formation accompagnée qui pouvait correspondre. Alors que là, maintenant, c'est un enjeu majeur. Ça va donc être un poste que vous allez trouver dans toutes les collectivités territoriales d'une certaine taille, avec une grande importance apportée par les collectivités à ce sujet-là, et je ne vois pas comment ça pourrait être fait sans que ce soit quelqu'un qui soit lui-même un scientifique. Merci. Valérie, notre collègue, vous a mis du Collège doctoral de Bretagne, vous a mis le Oui, lien pour 1000 et doctorants sur il les y est, territoires, en il y fait. est plusieurs fois, du coup, le lien. Voilà. Il y en a Donc, plusieurs qui l'ont mis. J'ai alors, juste une petite oui, vas-y, je précision. t'en Je prie. crois qu'il y a une main levée, mais je voudrais savoir, préciser, dans les annonces qui peuvent être faites de recrutement, je pense qu'il n'est pas spécifié justement que ce poste est dédié docteur, donc il faut pas faut passer cette barrière-là. Il faut bien lire l'offre pour voir si ça calque bien les compétences. Vera a une question, on peut peut-être y répondre Oui, maintenant, rapidement. Oui, très rapidement. bonjour, enchantée Vera Marchand, je suis docteur en études européennes et internationales à la Sorbonne Nouvelle. J'ai travaillé sur la désinformation en prenant comme cas d'étude la campagne référendaire du Brexit. Et j'ai travaillé 2 ans au ministère des Affaires étrangères, puis à la direction des affaires publiques de Total dans le privé. Et j'ai fait 1 an à l'Institut de préparation à l'administration générale de Paris. Et je voulais comprendre un peu plus comment fonctionne le concours docteur de l'INSP, parce que j'avoue que j'avais compris que c'était pour les disciplines, pour les sciences humaines, c'était 1 an tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans, mais j'ai pas saisi le fonctionnement euh, parfaitement. Alors, Merci pour votre Du question. coup, Céline va pouvoir y répondre. En plus, elle avait levé oui, la main. bon, très, très brièvement, parce que à nouveau, vous avez l'arrêté et tous les textes de manière très détaillée sur le site de l'INSP. Merci beaucoup à la personne qui l'a mis en ligne dans le chat tout à l'heure. Effectivement, l'objectif, c'est bien une diversification des recrutements, hein. De toute façon, ce qui a justifié la transformation, si je puis dire, de l'ENA en INSP, c'est cette volonté d'une diversification plus grande des recrutements, à la fois sur le plan territorial, disciplinaire et sociologique. Donc l'objectif, c'est de permettre à chaque promotion de se nourrir, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont collectifs entre élèves, donc de se nourrir des compétences tout à fait transversales et différentes qu'ils ont d'un point à l'autre de l'amphi. Et Dieu sait qu'ils sont extrêmement différents, bien plus que ce que je pensais en étant extérieur à tout ça. Et dans ce cadre-là, il a été décidé effectivement dans le cadre de cette expérimentation du concours docteur, donc pour 5 ans et qui vient d'être prolongé, que les thématiques d'entrée seraient tournantes 1 année sur 3, 1 année sciences humaines et sociales, 1 année, je vais dire sciences de la matière et du vivant, et 1 année sciences de l'ingénieur.
En réalité, il apparaît, même si on travaille sur des chiffres qui sont trop faibles pour qu'on puisse produire des statistiques, mais on a fait quand même un peu de quali, en plus des questions quanti, on a fait des entretiens avec les anciens élèves qui sont rentrés par ce concours. Il apparaît que ceux qui font du droit, de la science politique, de l'économie, continuent à se présenter, y compris les années où c'est dédié aux sciences de l'ingénieur. Et en fonction des sujets, comme il y a évidemment des sujets d'action publique et pas de sujets de sciences de l'ingénieur, on est bien d'accord, hein, ce qu'on teste, c'est pas vos capacités dans votre parcours antérieur, c'est votre aptitude à devenir le meilleur cadre dirigeant possible pour la fonction publique. Eh bien, il n'y a rien qui vous empêche de vous présenter n'importe quelle année. D'accord. Voilà. Mais Donc, est-ce qu'ils sont finalement recrutés ou ils se présentent juste pour tenter le concours et voir ce que ça donne? Ah oui, oui, parce que c'est plutôt ça, oui. Vu les chiffres qu'on a, je vous donne quand même une petite idée. Cette année, on a à peu près 3000 inscrits pour 60 places, là, hein. Donc, et je parle des effectifs généraux. Je ne parle pas uniquement du concours docteur, où on a entre 2 et 4 places par an. Mais Oui, mais non, mais ma question était surtout si, enfin, si on raisonne en termes d'année tournante et que c'est l'année des ingénieurs, est-ce que un expert de sciences politiques peut être recruté? Enfin, ça s'est déjà arrivé qu'un docteur en bien relations sûr, internationales soit recruté. bien sûr. Ah oui, Bien sûr, d'accord, puisque ça dépend de la capacité des uns, des unes et des autres à réussir les épreuves du concours. Donc, d'accord, d'accord. ce sont des épreuves auxquelles vous vous préparez exactement de la même manière que si vous passez l'un des autres concours. Il y en a 5, hein, je le rappelais tout à l'heure. Ils Mhm. sont tous tournés sur les problématiques d'action publique. Euh, D'accord, d'accord. donc, le Et fait est-ce que, qu'ils Alors, soient on va, fléchés mais on par est-ce an, va, que, c'est oui, pour juste, diversifier juste une les dernière, publics, oui, pas les après on juste recrutements. va une dernière, avancer et Sébastien, on donnera la parole à Sébastien en fait pour apporter une précision. d'accord, ok. Allez-y, Non, mais Sébastien. allez-y. Oui, Oui, donc merci. Je vais lever la main pour deux choses. Effectivement, ne cherchez pas un poste ciblé doctorat, vous ne le trouverez pas. En fait, c'est le profil, la fiche de poste ou l'offre d'emploi qui sera à décrypter et ne vous auto-censurez pas. Par contre, quand vous êtes docteur, postulez sur des postes de catégorie A et A+, c'est ce qu'on vous a dit à plusieurs reprises. Mais surtout, mettez en valeur l'expérience professionnelle qui correspond au doctorat. C'est une expérience professionnelle, c'est ce qui fait la différence, notamment avec un diplôme à Bac+5. Il faut le mettre en valeur. J'ai vu une question dans le fil de conversation sur les tests COFRA. Donc, contrat de formation en recherche en administration, c'est l'équivalent des CIFRE qui étaient pour les collectivités territoriales et les entreprises, mais pour les administrations, notamment centrales. C'est un dispositif qui a été initié en 2021, qui était très ambitieux, avec une centaine de thèses ciblées, un accompagnement de la direction, la fonction publique et de la transformation publique, là, le ministère concerné. Il y a une difficulté, c'est que lorsqu'on accueille, on héberge une thèse COFRA en administration, ça mobilise un support d'emploi. Donc il y a un poste qui est pris pour cette thèse. Et donc ça nous met dans une contrainte un peu contradictoire, c'est que on n'a pas de support ou forcément de support libre, en tout cas il reste pas longtemps libre, qui permet d'accueillir les COFRA. Donc moi j'en ai une par exemple avec Sciences Po Paris, on a pu dégager un support, mais ça marche pas bien à cause de ça. Donc on est en train de réfléchir à un mécanisme qui ressemble à la thèse COFRA, mais pour lequel l'administration centrale conventionne avec une université et donc l'école doctorale, et c'est donc finance l'université qui va pouvoir accueillir la thèse. Et après, il y a une convention tripartite entre le doctorant, la doctorante, l'université qui réceptionne et le salaire et une partie du travail scientifique et l'administration. Donc, on fait une convention qui décline le qui fait quoi, la temporalité. Une thèse COFRA qui ne se passe qu'en université, on passe à côté, il faut qu'aussi elle soit au cœur du système de l'administration centrale. Donc, cette convention doit en définir les modalités. Donc, c'est ce que nous avons remis sur le métier, si je puis dire, pour donner une nouvelle chance à ces thèses COFRA qui sont quand même, moi, il n'y a pas une semaine sans que je n'ai pas une question sur le sujet. On sent qu'il y a une vraie attente des administrations, des futurs doctorants, doctorantes et des établissements. Mais là, le dispositif tel qu'il est imaginé, en fait, est quasi mort-né à cause de ce problème de support d'emploi. Mais il y a une note qui est en cours de préparation pour le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur
Comme j'en change souvent, on réutilise des notes qu'on recycle, si je puis dire. Mais il faut véritablement qu'on mette en place ce dispositif auquel je crois, mais à 200%, et qui permet de faire rentrer aussi le doctorat dans les administrations. Merci Sébastien Merci. pour cette précision. Justement, alors il y a pas mal de questions là qui font référence à comment on rentre dans la fonction publique. Je regarde un petit peu les compétences, comment faire. Justement, ce qui est important, c'est que chaque collège doctoral, en fait, dans vos universités, a un catalogue en fait de formation. Donc, rapprochez-vous aussi de votre collège doctoral. Et justement, pour parler un petit peu peut-être formation et compétences transférables acquises pendant votre doctorat, est-ce que vous pourriez nous en parler et puis éventuellement nous dire en fait s'il y a des formations peut-être à conseiller aux doctorants ou aux jeunes docteurs qui souhaitent rentrer peut-être dans la fonction publique ou pour des formations où ils pourraient en fait valoriser en fait leurs compétences. Alors peut-être qui veut commencer Sur le Marie, premier point, moi je veux oui, bien, parce que c'est pour ça que j'avais levé la main tout à l'heure, c'était pas oui, pour répondre à Vera, même s'il se trouvait que ça tombait bien. C'était pour inciter nos auditeurs à aller voir la fiche RNCP, donc le répertoire national des compétences professionnelles. Il y a une fiche qui concerne le doctorat. Alors, peut-être que c'est un peu abscon sous certains aspects, mais quelles sont les compétences, je vais dans le même sens là encore que Sébastien Chevalier, quelles sont les compétences dont vous disposez en tant que docteur, pas seulement d'être le spécialiste de votre sujet de thèse, mais aussi de savoir l'expliquer, le construire. Vous avez construit une problématique, vous avez construit un terrain, vous avez défini la manière dont vous alliez le traiter, vous êtes inscrit dans un état de l'art ou dans quelque chose qui s'appelle différemment éventuellement suivant les disciplines. Vous avez suivi un certain nombre de méthodologies, de protocoles, parfois vous en avez élaboré vous-même. Et tout ça, ça s'inscrit dans une démarche de valorisation qui est difficile parce que d'un point à l'autre, on ne parle pas de nos doctorats de la même manière. On a sans doute fait pas mal de progrès depuis qu'on se dit qu'on peut parler de sa thèse en 180 secondes, mais c'est encore assez difficile à faire entendre. Donc ça, jetez un œil aussi, si vous avez l'occasion, sur le rapport Pommier-Lazarus qui vient d'être remis par deux collègues au ministre, non seulement enseignement supérieur et recherche, mais aussi industrie. Avec l'idée que les compétences de docteur sont valorisables, doivent être davantage valorisées, que c'est un travail collectif et que nous, notre travail peut-être dans l'action publique, c'est de vous aider à trouver comment valoriser ces compétences-là en sachant dire ce que vous savez faire. Parce que pour nous qui sommes universitaires, c'est évident, mais en réalité, c'est pas du tout évident pour d'autres. C'est-à-dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait un docteur? Moi, c'est une question que j'entends une fois par semaine. Concrètement, qu'est-ce que ça fait un docteur au ministère de l'économie et des finances? Concrètement, qu'est-ce que ça fait un docteur à l'IGAS ou à l'inspection générale du développement durable? Il y a des endroits où on mesure mieux ce que ça peut être, parce que par exemple, au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Transition écologique, travaillent avec des docteurs depuis fort longtemps, et il y a des postes qui sont adaptés pour permettre à certains jeunes recrutés, qui généralement sont ingénieurs, et qui pour un certain nombre d'entre eux sont polytechniciens d'ailleurs, mais bon, pas forcément, et on leur suggère de poursuivre sur une thèse de doctorat sur un sujet qui est pertinent pour le service dans lequel ils sont intégrés. Et c'est un poste dont on sait qu'il n'a pas vocation à perdurer sous cet angle-là. Il va devenir autre chose ensuite. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui seront doctorants. Donc, en tant que docteur, vous avez des compétences à faire valoir. Ne lâchez pas cet aspect-là qui me semble absolument fondamental. Sinon, on n'arrivera pas à construire ensemble tous ces dispositifs qu'on essaye de mettre en place. et juste pour rajouter, chaque collège doctoral en fait a des ateliers pour valoriser les compétences. Donc ça, c'est important de vous informer auprès de vos collèges doctoraux. Euh, pour répondre justement à cette question sur les compétences toujours et sur peut-être les compétences transverses, les formations que vous pourriez conseiller, peut-être Marie, Nolwenn, Amélie, Sophie, Marie, je vous cède la parole peut-être. Je pense que sur Oui. les compétences transverses qui vont être très regardées par les collectivités territoriales, ça va être déjà la capacité à gérer un projet,
Finalement, la thèse, c'est un projet. Donc là, montrer que vous avez la capacité de mener du début jusqu'à la fin un projet, c'est un élément, effectivement, essentiel. Et puis vous allez être capable, d'établir une problématique. Par exemple, vous avez un problème dans une collectivité territoriale, qui est lié, une question de démocratie. Vous vous rendez compte que vous avez finalement beaucoup moins d'habitants d'un quartier, qui viennent à vos réunions, pour, discuter de comment on peut aménager ce quartier. Et bien là, typiquement, un docteur en sociologie pourrait accompagner cette transformation pour permettre de nouveau d'entendre la voix de ses habitants et donc, que ces habitants, puissent prendre part à la vie de la ville, et qu'ils soient des citoyens à part entière. Donc ça, c'est un exemple très précis, qui est plutôt spécifique, à la sociologie, mais je crois que c'est quelque chose qui peut se décliner, sur de nombreuses thématiques. Je pense à un groupe d'étudiants qui est venu implanter une structure de rafraîchissement dans une cour d'école. Et je crois que ce qui est aussi intéressant pour, les docteurs qui veulent aller en collectivité territoriale, c'est ce rapport direct avec les usagers. C'est-à-dire que quand on travaille en laboratoire, souvent on fait des projets. Moi, je travaille sur l'autisme, par exemple, mais je ne vais pas nécessairement voir, les propositions que je fais, enfin les résultats dans mon travail. Par quoi ça va se traduire concrètement dans le quotidien des gens? Alors que là, quand vous rentrez en collectivité territoriale, vous allez pouvoir mener des projets de recherche-action, des projets qui sont, parfois à la limite de la recherche et puis, plutôt orientés sur, la gestion d'une question jusqu'à sa solution. Et là, vous avez vraiment ce lien avec le quotidien, ce lien avec les habitants, ce lien avec les usagers et c'est vraiment les communes qui vous l'offrent le plus. Ensuite, vous avez bien sûr les départements et les régions qui vont avoir des compétences qui peuvent être légèrement différentes, ça peut effectivement correspondre mieux à certaines personnes. Je pense notamment aux régions qui ont une compétence importante en matière de développement économique et où là encore, en termes d'innovation, de lien avec la recherche, on peut retrouver de nombreux docteurs. Et puis, je pense aux départements qui sont, quand même, il faut le dire, en très grande difficulté économique actuellement, mais qui vont avoir toutes les compétences autour de l'autonomie, de l'action sociale, et cetera et où c'est un véritable enjeu que, la perte d'autonomie et le vieillissement de notre société et pour lequel, effectivement, un apport, de chercheurs en sciences humaines et sociales pourrait être, vraiment très bénéfique pour les collectivités territoriales. Merci. Sophie, Nolwenn, Amélie? Ouais, je veux bien prendre la suite si vous voulez, puisque en fait, Oui. ça fait vraiment écho à ce que vient de dire Marie Piron, vu que je travaille dans une collectivité territoriale et je partage complètement effectivement ce qui vient d'être dit, à savoir qu'en matière de compétences transférables, moi, ce que je vais vraiment mobiliser le plus, c'est cette capacité de gérer un projet de façon autonome, de mobiliser les ressources, d'aller chercher les connaissances qui vont être utiles pour justement gérer un projet et avoir une méthode aussi de gestion de projet, tout simplement, qui est quelque chose qu'on fait, comme vous l'avez dit, Marie, en thèse, même si on n'en a pas forcément conscience. Dire aussi que, et ça a déjà été dit tout à l'heure, mais je voulais aussi appuyer là-dessus parce que ça me semblait important, j'avais prévu d'en parler. On a vraiment des compétences qui dépassent le sujet très précis de notre thèse et on a aussi un bagage théorique un peu plus global et une capacité à aller chercher l'information scientifique là où elle se trouve, à savoir dans les revues, de faire une recherche par mots-clés, etc., qui fait qu'à mon sens, en tant que docteur, on a la possibilité de s'adapter, en fait, de travailler sur différents sujets. Alors certes, on ne sera jamais aussi expert d'un sujet que ce qu'on a pu l'être durant son travail de thèse ou un travail de recherche, mais en tout cas, on peut quand même relativement rapidement et surtout efficacement avoir une capacité à aller chercher cette information-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre, je pense, quand j'étais en thèse, et je pense que c'est très, très important à rappeler. Et vous parliez tout à l'heure des formations qui sont intéressantes, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, évidemment, mais moi, je sais qu'une des formations que j'avais suivies pendant mon doctorat qui avait été je dirais pas qu'il avait changé ma vie, mais presque. C'était une formation à la recherche d'emploi où justement pendant 2 jours, avec un professionnel, on était un petit groupe, on était une vingtaine, on avait travaillé chacun sur son profil à aller identifier ces compétences transférables qu'on avait développées, à aller faire un CV, à aller valoriser, et vous l'avez dit, nos compétences, le travail de thèse comme une expérience professionnelle et pas juste comme une partie de nos études. Et ça, je me souviens que en ce qui me concerne, ça m'avait fait un déclic
qui a conditionné toute la suite de mon parcours et qui m'a aussi permis d'aller chercher des débouchés en dehors de l'académique à l'issue de ma thèse. Sinon, je pense que j'aurais jamais pensé à aller vers ce type de poste. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité d'accéder à ce type de formation, c'est complémentaire à tout ce que disait Madame Musson-Rocheconger tout à l'heure, toute cette documentation, bien évidemment, qui existe sur les compétences des doctorants, et en ça que ça permet de vraiment appliquer toutes ces compétences à votre profil et de vraiment vous rendre compte que, si, en fait, on a énormément de compétences qui sont valorisables en dehors du secteur académique et notamment dans la fonction publique. Oui. Ce qui est important, vraiment, rapprochez-vous de vos collèges doctoraux. Travaillent souvent avec des structures donc ou internes ou externes donc aux universités, et ça c'est important pour l'identification en fait justement de vos compétences et savoir en parler en fait aussi par rapport à votre expérience en fait de doctorat. Sophie Pujol, je vous donne la parole après Amélie Le Bihan. Ou Je peux recommencer tout de suite? comme vous voulez, oui. Oui, je prends la parole alors. Mon micro est allumé. Je dirais que par rapport à la plus-value du profil de docteur, en fait, avoir un doctorat, c'est quand même une carte de visite. Ça montre qu'on est capable de gérer un projet, voilà, qu'on a de la méthode, qu'on a de l'autonomie. Et par rapport aux formations qui sont utiles, proposées par les écoles doctorales, forcément, il y a tout ce qui est conduite de projet que moi j'ai suivi et que voilà, c'est quelque chose qui est complètement transposable. Après, il y a des formations sur la gestion des données de la recherche qui sont aussi importantes et qui peuvent être valorisées voilà, dans les métiers futurs. Et parce que quand on fait une thèse, généralement, on accumule beaucoup de données et il faut apprendre à les gérer, à les archiver, enfin, et à les traiter ensuite. Et donc, tout ça, c'est complètement transposable dans d'autres métiers. Moi, j'avais aussi suivi des formations d'analyse statistique et puis je me rends compte que dans la fonction publique hospitalière, on recherche beaucoup de biostatisticiens. Donc, même si vous avez fait une thèse sur le ragondin, vous savez faire des Q2, vous savez faire plein de choses et voilà, vous pouvez faire des stats chez les humains également. Voilà. Et après, quelque chose qui m'a manqué, j'avais un peu suivi une formation sur la création d'une entreprise. Et voilà, là, ça avait permis d'acquérir des choses sur tout ce qui est budget, parce que dans la fonction publique, voilà, on n'achète pas comme on veut. Enfin, il y a des procédures, il y a des marchés à respecter en fonction du montant des investissements qui sont nécessaires. Et donc voilà, si votre école doctorale vous propose soit des formations pour construire un budget ou alors pour répondre à des appels à projets, ça c'est quelque chose qui est complètement transposable et qui vous sera utile par la suite. Oui, merci. Généralement, dans toutes les universités, vous avez des formations autour de l'entrepreneuriat et de l'intrapreneuriat, donc ouvertes évidemment aux doctorantes et aux doctorants, pour ceux qui ont une idée de valorisation des travaux de leur thèse ou ceux qui souhaitent créer une activité entrepreneuriale. Mais même si ça n'aboutit pas, ces formations sont très intéressantes effectivement parce que peuvent donner une très bonne expérience sur de la gestion de budget. Beaucoup d'universités proposent en fait des challenges créativité, innovation, un équivalent des doctorales. Ça, ce sont en fait des expériences qui peuvent être aussi intéressantes à suivre en fait pendant que vous êtes doctorant. Amélie Le Bihan, je vais vous donner la parole. Oui, alors du coup, je voulais redire généralement, parce que j'ai vu plusieurs questions dans le chat, c'est que là, on a parlé beaucoup d'emplois où en fait, on utilise ces compétences scientifiques, c'est-à-dire en développement durable, en sociologie, etc. Donc, c'est des postes qui existent, effectivement. Voilà, vous pouvez mobiliser vos compétences scientifiques acquises au cours du doctorat, mais vous avez aussi des postes qui sont, entre guillemets, purement administratifs, dans lesquels ces compétences-là scientifiques ne vont pas être mobilisées et c'est toutes les autres compétences acquises au sein du doctorat. Donc, comme on le disait, gestion de projet, la facilité à prendre la parole en public, le fait de devoir gérer un projet du bout en bout, avoir peut-être recherché des financements, une expérience en montage financier, etc. Donc, faut pas non plus se fermer parce que j'ai vu plusieurs fois des personnes qui s'inquiétaient, mais moi je suis en littéraire, etc. Donc, moi j'ai un métier, donc je suis chargée de valorisation, j'en ai pas parlé tout à l'heure précisément. Donc, en fait, j'accompagne les chercheurs à maximiser l'impact sociétal et
réalité économique de la recherche. Donc moi, mon quotidien, c'est de parler principalement à des chercheurs et à des doctorants. Le fait d'être docteur, d'une part, je connais très bien l'environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du coup, ils ont l'impression de parler à quelqu'un qui comprend leurs enjeux, leurs problématiques de cumuler et la recherche et l'enseignement et l'administratif, etc. Donc il y a cette compréhension, en fait, ils ont l'impression de parler à quelqu'un qui est un peu issu du même milieu, et en même temps, je mobilise dans que ce soit le montage de l'identification de projets, l'accompagnement au montage de projets avec les chercheurs, les compétences de la thèse, qui sont les qualités rédactionnelles, donc les compétences rédactionnelles, la capacité à analyser et à résumer des idées, etc., etc. Donc c'est pas parce que vous pouvez très bien postuler à un emploi dont en fait il y a vous n'allez pas avoir besoin de compétences scientifiques en lien. Enfin voilà, donc ça c'était quand même pour compléter les exemples qu'on avait vus précédemment. Donc là, en tout cas, pour être ITRF à l'université, c'est vrai que de plus en plus, moi je le vois en un peu plus de 10 ans dans la fonction publique. Quand moi je suis rentrée à l'université, à l'administration de la recherche, il y avait très peu de gens qui avaient des doctorats au final. Et là, finalement, sur les métiers chargés de valorisation, chargés de projet, c'est-à-dire ceux qui accompagnent à répondre à des appels ANR, etc., etc., chargés de médiation scientifique, chargés des données de la recherche, on a de plus en plus de doctorants qui se présentent parce qu'en fait, ils ont cette connaissance de l'enseignement supérieur et de la recherche et ils ont des compétences d'analyse, d'accompagnement, etc., etc. Donc moi, au quotidien, je peux très bien autant analyser un projet en chimie qu'en histoire ou en sciences politiques. Enfin, je veux dire, en fait, peu importe en fait mon bagage au départ scientifique, quoi. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ces aspects-là. Sinon, au niveau des formations, en fait, toutes les formations que vous avez citées qui sont en lien un peu avec le doctorat, c'est bien. Par contre, pour passer les concours, il faut lire des choses sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration dans laquelle vous allez postuler, les financiers dont a parlé Sophie, c'est hyper important. Il faut avoir des connaissances dans les finances publiques. Donc ça, après, ça peut être à partir de bouquins. Vous n'avez pas forcément de livres. Vous n'êtes pas forcément obligé de suivre des formations précises. Les langues aussi sont assez appréciées quand même dans nos métiers, en tout cas de l'administration de la recherche. L'anglais, c'est vraiment le minimum. Donc normalement, au cours de la thèse, vous avez quand même développé ces côtés-là. Et ensuite, voilà, donc moi, ce que je peux inciter, c'est quand même, quoi qu'il arrive pour les concours, il faut un peu bachoter les lois, l'organisation, etc., etc., quoi. Donc ça, c'est pas vraiment de la formation, mais ce sera des compétences, enfin des connaissances à avoir pour réussir les concours. Céline nous a passé quelques bouquins. informations. Alors, C'était un exemple parce que, Oui. évidemment, moi, je suis prof de finances publiques dans le civil, donc je trouve que voilà, j'ai passé du temps. Ah, on ne vous entend On plus, entend Céline, le micro est coupé. Ah pardon, je C'est disais bon. que j'ai passé Voilà. du temps à convaincre pas mal de préparationnaires de concours qu'il fallait absolument affronter la matière finance publique parce que ça permettait d'enfoncer beaucoup la concurrence quand on a une bonne note en finance publique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent pas de ces aspects. Et j'ai reçu il y a pas longtemps ce bouquin qui est pas mal pour ceux qui n'en ont jamais fait et qui est notamment co-dirigé par un type qui est mon adjoint ici à la direction de la recherche. Donc, en qui j'ai évidemment toute confiance scientifique, sinon je ne l'aurais pas recruté. Voilà. Mais merci pour Très ces bien. précisions. Il y a pas mal de questions au niveau du chat, justement. Alors, ce qui est très important, c'est, je le répète, rapprochez-vous quand même de votre collège doctoral qui a quand même un catalogue de formation, qui met pas mal d'événements en place. Qui Avec tous utilise les les MOOC qui ont été Voilà, cités. Hein. avec tous les organisateurs en fait de ce webinaire, on va se réunir et on vous enverra on va faire en sorte de vous envoyer quelques informations un petit peu plus précises justement sur Pépite. Il y a des questions justement sur les jeunes docteurs, on y a répondu, mais il y a aussi par exemple l'APEC qui a un atelier sur la valorisation en fait du doctorat, et en tant que jeune docteur, en tant que cadre, vous pouvez vous inscrire à l'APEC. On vous enverra aussi par exemple les informations. On va continuer en fait dans le webinaire. Christelle, je vais te donner la parole et on va revenir à la fin sur un temps d'échange. Hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Oui, on va essayer de reprendre toutes les questions et les mains levées. Donc,
Si vous voulez pas avoir mal au bras, Gauthier, baissez-la et puis on reviendra d'ici quelques minutes. Voilà. Donc pour terminer ce tour de table, avant de passer aux questions, on avait quand même voilà, quelques... Mais vous avez commencé à y répondre. Par exemple, dans votre première prise de poste dans la fonction publique, qu'est-ce qui vous a manqué? Donc on a eu quelques éclaircissements sur l'aspect financier, mais il y a peut-être d'autres voilà, choses qui vous ont manqué et pour lesquelles nous aussi, collèges doctoraux qui sommes là, pouvons travailler et essayer de combler les trous dans la raquette. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Donc, je dirais, voilà, qu'est-ce qui vous a manqué dans votre première prise de poste dans la fonction publique? Je veux bien commencer. Moi, c'est typiquement les aspects juridiques. Donc, la science des matériaux, la chimie, on est loin quand même des textes, des décrets. Et 1 mois et demi après mon arrivée, il y a la loi de programmation de la recherche qui était promulguée. Et le mois suivant, il fallait que j'aille défendre 2 textes devant le Conseil d'État. Et donc, c'était mon bizutage, si je puis dire. Mais c'était voilà, c'était un moment particulier parce que, franchement, le phrasé, même la manière dont se construisait une loi, les décrets d'application, pourquoi certains en Conseil d'État ou pas, ça, j'ai vraiment appris sur le terrain. Après, on a une agilité qui est liée aussi à notre formation et aux compétences acquises. Je ne crois pas que le terme est employé jusqu'à présent, mais la thèse nous rend agile parce que une thèse, c'est pas linéaire. Il y a des aléas, il y a des coups de mou, il y a des coups durs, il y a des choses qui marchent pas, il y a des théories qu'on pensait maîtriser qu'on maîtrise pas. Et donc, ça nous oblige à être agile. Et ça, moi, c'est ce qui m'est utile tous les jours, puisque je crois qu'il y a une question à un moment qui va tourner là-dessus. Tous les jours, cette agilité, cette capacité à aller chercher l'information là où elle est, à la digérer, à l'analyser, à aller chercher les ressources où elles sont, que ce soit des personnes, ou que ce soit des bouquins ou des sources numériques. Je crois que c'est vraiment la grande force, c'est qu'on peut ne pas être spécialiste d'un domaine, mais on a cette capacité, cette agilité de s'en imprégner. On n'en sera probablement pas un vrai spécialiste, je crois que c'est Nolwenn qui le disait tout à l'heure, mais c'est pas grave, mais au moins on saura de quoi on parle. Et je crois qu'on aura l'humilité de savoir qu'on n'est pas le sachant du domaine, mais qu'on a quelques bases qui nous permettent de comprendre de quoi il s'agit. Et je crois que ça, c'est important aussi. Merci pour ce retour. Euh, qui veut prendre la parole sur justement ce qui lui a pu lui manquer? Marie? Moi, je veux bien, parce que je pense qu'une des particularités en fonction publique territoriale et encore plus dans une ville, c'est ce rapport entre élus et administration. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas finalement dans les laboratoires au cours de notre thèse. Et là, on se retrouve dans un mode de fonctionnement particulier où les élus vont donner des orientations politiques et où l'administration est là pour mettre en œuvre ces orientations politiques. Donc, c'est quelque chose où il faut réussir à se positionner. L'agent va être là aussi pour apporter les éléments aux politiques pour qu'ils puissent prendre les décisions, etc. Mais c'est un rôle d'accompagnement et c'est un rôle qui n'est pas toujours très simple. Et ça, je pense que c'est une particularité et qui est d'autant plus vrai dans les collectivités territoriales de petite taille où il y a une grande proximité entre les élus ou alors entre les cadres de l'administration et les élus. Merci. Est-ce que je vois que Nolwenn opine, étant dans la fonction territoriale, je pense que les Oui, élus, oui, mais vous effectivement, maîtrisez. je me souviens que quand j'ai pris mon poste il y a 2 ans et demi maintenant, c'est une des premières choses qui m'a été dite et je me souviens avoir été déstabilisée effectivement par ce mode de fonctionnement. Donc ça me rappelle des souvenirs. Et plus généralement, effectivement, je partage ce qui a été dit concernant les spécificités de la commande publique, de la prise de décision politique, etc. En ce qui me concerne, en tout cas, une certaine culture territoriale. Et c'est difficile de savoir si on pourrait vraiment avoir cette culture territoriale qui un gros terme pour désigner l'histoire, les terminologies, etc. Mais je sais que moi, quand je suis arrivée, et je pense que c'est Céline Husson-Roche-Congar qui disait tout à l'heure, on dit les mêmes mots, mais on ne veut pas forcément dire la même chose. Et ça, je me souviens que je l'ai vraiment ressenti au départ avec vraiment les mêmes termes employés et se rendre compte au bout parfois même de plusieurs mois qu'en fait, on ne voulait pas dire du tout la même chose. Et donc, je pense, en ce qui me concerne, je sais que sans pousser très, très loin
l'étude, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre un peu sur le tas en arrivant, mais je sais qu'il existe des petites vidéos sur YouTube qui peuvent être assez bien faites, qui sont destinées notamment aux personnes qui préparent les concours et qui permettent voilà, d'avoir un petit peu cette culture-là, ce langage et puis ces bases, voilà, notamment cette relation élu-administration dont on parlait à l'instant. Ça peut être utile. Voilà. Céline, vous voulez Oui, je compléter? partage entièrement cet avis. Je vois bien combien ces différents niveaux de lecture de l'action publique sont absolument complémentaires et fondamentaux, c'est-à-dire même si on n'a pas exactement les mêmes outils au niveau de la fonction publique d'État qu'au niveau de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, les grands entrants sont vraiment absolument les mêmes et le type de compétences pour des postes de responsabilité, parce que c'est de ça dont on se parle évidemment, sont absolument les mêmes. Alors, par hasard, il se trouve que je sais ce que vous faites en R&D à la MEL et que j'ai participé à un certain nombre de choses, donc je vois très bien les points de convergence. Là, j'entends des éléments qui me semblent stratégiquement extrêmement importants. Même si au niveau de la fonction publique d'État, on ne va pas être liés de la même manière, mais c'était un sujet d'entraînement que j'aimais beaucoup donner aux préparationnaires de concours, de dire voilà comment est-ce que vous vous positionnez par rapport, si vous passez les concours de la territoriale, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à une demande d'un élu local que vous identifiez comme illégale ou problématique. Alors je prenais des exemples plus ou moins pénibles suivant le degré de difficulté du concours que l'étudiant souhaitait passer. Mais dans la fonction publique d'État, vous n'êtes pas directement confronté à ce type de questions. N'empêche que le sujet de la neutralité, alors qu'on va appeler de différentes manières, la neutralité du fonctionnaire, son objectivité, en tout cas la possibilité d'objectiver les réponses à un certain nombre de questions, elles sont essentielles. On l'entendait sur le plan scientifique dans les exemples que prenait Sophie tout à l'heure avec son histoire de Ragondin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les docteurs ont des compétences en termes d'objectivité, d'objectivation du monde qui sont vraiment recherchées et ça permet de répondre à une question qui était posée dans le fil de conversation autour de est-ce qu'on est sûr qu'il y a un avenir pour pratiquer de la recherche à l'intérieur de la fonction publique, puisqu'il semble que les pouvoirs publics ne soient pas décidés à y mettre beaucoup d'argent ces temps-ci. Vu de ma fenêtre de financière, il me semble que ces temps-ci, personne n'est décidé à mettre beaucoup d'argent nulle part. Donc en réalité, c'est peut-être plus compliqué que ça. Mais oui, il y a un certain nombre de postes qui sont en train de s'ouvrir aussi. À nouveau, je parle des contextes transitionnels parce que désormais, il faut piloter l'action publique en contexte d'incertitude. En tout cas, il faut faire reculer les marges de l'incertitude et que y a des gens qui ont une expérience et une expertise scientifique pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous être docteurs tout d'un coup. Ça veut dire que les docteurs ont forcément un rôle à jouer dans ce dispositif-là et que, bien sûr, ça commence à se voir dans un certain nombre de postes. Pour autant, il faut être prudent parce qu'il y a aussi des tas de questions sur est-ce qu'on rentre facilement sur telle ou telle chose. Mais non, on rentre jamais facilement. Mais d'un autre côté, à l'université non plus, on rentre pas facilement, hein. Donc on rentre facilement nulle part, on va pas se mentir. On va juste se dire que vous avez des compétences d'experts sur un certain nombre de sujets et que ça vous donne la possibilité de candidater à des postes beaucoup plus variés que ce que vous pouvez penser. Alors, je le dis parce que je devrais dire plus exactement beaucoup plus variés que ce que moi je pensais quand j'étais jeune docteur. J'aurais jamais imaginé l'univers des possibles de cette manière-là et je me trompais. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce webinaire. Merci Céline. Amélie, levez la main. Oui, alors moi, de mon côté, ce qui m'a un peu manqué au moment de ma prise de poste, alors c'est vrai que ça dépend un peu, enfin en tout cas quand on est dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça dépend si on va en labo ou si on va en administration centrale et je pense qu'il y a une petite différence. Mais moi, le premier truc qui m'a manqué, c'est un peu la rédaction formelle administrative, en fait. Les clés du langage administratif, moi, c'est vrai que tout de suite, quand j'ai débarqué, on savait que j'étais docteur et que j'étais littéraire.
parce que du coup, j'avais, ce côté, voilà, les mails, beaucoup plus longs, que ce que ferait un administratif classique et cetera. Donc j'ai eu un peu, bah, voilà, cette adaptation à avoir, sur le côté, langage administratif, et cetera. Il y a eu aussi un temps un peu, d'adaptation. Alors, comme on le disait, moi, je suis tout à fait d'accord avec le mot agilité pour le doctorant parce qu'effectivement, je pense que le fait de la thèse, ça moi, à chaque fois que j'ai changé d'emploi, en fait, au final, enfin, voilà, j'arrive à naviguer. Bon, bah, tu dois te former en financier, bah, ça va assez vite de se former en financier. Là, maintenant, j'ai un poste avec beaucoup de juridique. Bon, bah, voilà, enfin, je me forme en juridique aussi. Enfin, donc en fait, il y a cette capacité et aussi, je pense que c'est aussi dû à la curiosité qui est liée à la recherche scientifique. En fait, on a cette curiosité qui fait que, on va, voilà, se former assez vite, et parce qu'on a cet intérêt de toujours, apprendre des nouvelles choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me définit. Donc, du coup, j'ai occupé des postes assez différents, toujours dans l'administration de la recherche. Et au début, ce qui m'a un peu stoppée, c'est, que moi, j'étais beaucoup dans l'analyse et au final, bah, quand même, quand on rentre dans l'administration, il faut pas toujours tout analyser. Donc moi, j'ai eu ce moment où il a fallu que je me canalise voilà, il y a des process, OK, ces process, ils sont mais je voyais plein de points d'amélioration, Mmh. mais fallait se caler sur le temps de l'administration elle-même. C'est-à-dire, voilà, donc il y a un peu ce côté-là, parce que quand même sur la thèse, on est en mode indépendant un peu, même si on a notre directeur de thèse et donc on est très dans ce mode projet où on avance, un peu en solitaire et donc là, du coup, il y avait cette notion qu'il fallait se remettre dans une direction ou voilà, dans un projet plus global où, mon temps de rapidité à moi n'était pas forcément, le temps de l'administration, de la décision et cetera. Donc c'est un peu ce que vous avez mentionné sur les relations élus et cetera. Il y a quand même cette question-là où, il faut un peu avoir la transition de maintenant, on est dans une administration avec, son temps, d'études et cetera, enfin son temps de réalisation des décisions, voilà. Donc ça, c'est un peu les 2 choses, vraiment, qui ont créé pas un choc des cultures parce que je me suis adaptée assez vite, mais c'est vrai qu'il y a quand même ça à voir. Donc voilà quoi. Donc sur la première prise de poste, je pense qu'il y a si vous avez pas, là c'était en CDD, donc quand vous passez de la thèse, voilà, si vous n'avez pas occupé des emplois, autres, même parce que quand on a travaillé dans le privé en administratif, bon, il y a pas tant de différence avec l'administration, publique, mais voilà, il y a peut-être ce temps-là d'être sur un autre type de rédaction, une analyse un peu différente et cetera. Mais voilà, en tout cas, les compétences, elles sont mobilisables, c'est juste qu'il faut les mobiliser de manière, différente. Et Sophie, qui voulait rebondir? Oui, alors pour aller dans le même sens, en fait, moi, ce qui a été le plus perturbant, en fait, à la prise de poste, c'est vraiment le jargon avec beaucoup d'acronymes dans la fonction publique hospitalière. C'est que des acronymes et donc voilà, il y a un petit temps d'adaptation où il faut savoir à quoi correspond tel ou tel sigle et voilà, donc je pense que, voilà, j'aurais pu me documenter un peu plus, par rapport à ça avant ma prise de poste, mais après c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain et puis, le côté mécanisme, comment dire? Dans la fonction publique hospitalière, on est assez protocolaire. En fait, il y a certains circuits à respecter et donc voilà, il faut se mettre, dans les rouages et comprendre comment ça fonctionne et puis après, bah, quand on sait ça, bah, on s'adapte, on suit les procédures et on y arrive. Il y a pas de problème par rapport à ça. Très bien. Merci à tous. Peut-être une dernière question. Je dirais, vous avez déjà donné beaucoup d'éléments, beaucoup de conseils, mais est-ce que vous en auriez un chacun à transmettre pour finir cette soirée, avant de passer aux questions? Peut-être lancez-vous. Oui, Ouais, je vais reprendre la notion sur les compétences. Ne faites pas l'erreur de cibler la compétence ultra pointue de votre sujet de thèse. On sait que vous êtes spécialiste, que vous avez trouvé le protocole, la molécule, le traitement de surface. Vous avez ça, on le sait. Je dis, il y a un jury qui vous a évalué et qui vous a donné le titre et le diplôme de docteur, mais au contraire, cibler toutes les compétences. En plus, le mot docteur, fait peur. Enfin, le rapport Pommier-Lazarus, là, qui est paru au mois de novembre et qui doit montrer l'attractivité, une meilleure connaissance du doctorat vis-à-vis du monde économique, montre bien que le mot docteur fait peur.
et que des petites entreprises, voire des groupes qui n'ont pas l'habitude de recruter, parfois peuvent se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec une tête aussi bien remplie qu'un jeune ou une jeune docteur? Si en plus vous venez en expliquant que vous êtes le spécialiste mondialement reconnu de tel truc, vous allez perdre votre futur employeur, ou en tout cas cette capacité à expliquer qu'un docteur, c'est une expérience professionnelle, je le redis, et c'est plein de compétences, je ne les reprends pas, qu'on a décrit les unes et les autres au cours de cette soirée. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est fondamental. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, un conseil? Moi, je dirais que c'est très important en fait voilà, de valoriser aussi ses compétences transverses. Transverses, ça c'est important. Céline, puis on va faire dans l'ordre après Amélie et Marie. Oui, alors c'est pas facile hein, de se contenter d'un seul conseil, mais je pense que je vais tirer un peu le même fil que Sébastien. Ne vous trompez pas de combat. Ne partez pas vaincu en vous disant on méprise mes compétences, on méprise toutes les années que j'ai passées à travailler sur ces aspects. On n'a pas toujours besoin dans les administrations du spécialiste de l'ongle du petit doigt de la main gauche, même si le spécialiste mondial, c'est vous ou moi sur un autre sujet. Je me souviens d'un directeur de mémoire qui m'avait dit désormais vous êtes la spécialiste mondiale de votre sujet. Ça m'avait absolument traumatisé. Donc, ne vous trompez pas de combat. Soyez qui vous êtes, mais sachez écouter d'abord de quoi en face de vous on a besoin. Avant de vous jeter sur plein de choses. Et c'est un conseil qui est très difficile à suivre parce que c'est pas du tout comme ça qu'on nous apprend à travailler et à répondre aux sollicitations quand on est doctorant. Il faut qu'au contraire, on montre qu'on est archi au taquet sur notre sujet et les questions environnantes. Là, pensez que vous changez d'univers, hein, c'est pas pour rien qu'on parle des 3 univers de la fonction publique, et ne vous trompez pas de combat. J'ai presque envie de penser à l'art de la guerre de Sun Tse, hein. C'est quand on est environné de tous les dangers qu'il ne faut en redouter aucun. Là, c'est ça, c'est-à-dire vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, à montrer qui vous êtes et ce que vous savez faire, pas avec pédantisme, avec simplicité. Tout simplement, voilà, il y a des tas d'endroits où on aurait bien besoin de vous. Ils le savent déjà ou ils le savent pas encore. C'est à vous d'en faire la preuve, je crois. On avait Amélie. Oui, alors moi, du coup, c'est un peu complémentaire de ça. C'est qu'il faut effectivement se dire qu'on a des compétences, ça c'est important, c'est ce qu'on a dit depuis le début, mais aussi qu'on a des compétences qu'on n'a pas. Et donc, ce qui est très important pour moi, si on veut rentrer dans l'administration publique, c'est qu'une fois que vous avez ciblé un peu l'administration dans laquelle vous voulez vous orienter et le métier vers lequel vous voulez vous orienter, s'il est assez spécialisé, c'est de ne pas hésiter à à avoir des compléments de formation. Parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure pour les finances publiques, et cetera et c'est pas forcément des choses que va vous proposer votre collège d'école doctorale. Mais moi, j'ai fait le choix, ça faisait un moment que j'étais dans la fonction publique, j'étais déjà fonctionnaire, mais quand même, je me disais que sur la valorisation, c'était certes, je travaillais déjà dedans, mais j'ai refait en formation continue un master en master 2 en valorisation parce que je considérais que même si j'étais déjà fonctionnaire, que j'étais déjà sur ces métiers-là, il y avait quand même un certain nombre de connaissances générales de gens qui avaient suivi cette formation pure et pas un doctorat que je n'avais pas. Donc faut quand même se dire que tout au long pour passer les concours, mais aussi après au cours de votre carrière dans la fonction publique, c'est que continuer à se former, à des nouvelles connaissances, c'est important et c'est ce qui vous permettra de continuer à évoluer au sein de la fonction publique et sur les différents postes A+, ou peu importe, changer de collectif, changer de fonction publique et cetera. Donc ça, c'est important, même s'il faut mettre en avant les compétences du doctorat. Il faut aussi admettre c'est pas parce qu'on a un doctorat que, on est juriste ou, qu'on est aussi, compétent en finance et en ça et cetera. Donc c'est important de continuer à se former si vous avez des besoins métiers, spécifiques. On avait ensuite Marie qui souhaitait intervenir. Oui, Le merci. conseil. Moi, ce que je me dis, c'est que ce lien finalement entre ce que nous, on a fait, dans le cadre de notre thèse, de repousser les frontières de la connaissance scientifique,
eh bien, quelque part, on œuvre pour le bien commun. Et ce qu'on retrouve dans les collectivités territoriales, c'est cette histoire de bien commun. C'est travailler ensemble au fonctionnement d'une collectivité territoriale, à ce que ça se passe bien. Et donc, du coup, je vois vraiment ce lien. En tout cas, pour moi, il est évident. Et puis, simplement de dire aussi qu'il y a des galaxies autour des collectivités territoriales. Ça peut prendre la forme d'un tiers-lieu. Et il y a beaucoup de tiers-lieux qui intègrent une partie scientifique, notamment en termes de plutôt sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects plus orientés sciences humaines et sociales, etc. Et donc, dans ces tiers-lieux, vous allez trouver des associations. Vous avez des associations de docteurs, notamment en SHS, que vous pouvez trouver dans certains tiers-lieux, mais dans d'autres, ça va être des formes totalement différentes. Mais en tout cas, les tiers-lieux sont pour moi aussi des acteurs de cette galaxie des collectivités territoriales. Et puis, vous avez tout ce volet science avec et pour la société de la nouvelle loi de programmation de la recherche qui rapproche les acteurs de la recherche, des collectivités territoriales et en fait, en réalité, des citoyens. Et tout ce volet-là, eh bien, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes en termes de recherche participative. Peut-être aller voir ce que propose Alice. Alice, c'est un rassemblement d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur, mais également aussi de collectivités territoriales, d'associations, etc., qui réfléchissent à la recherche participative. Donc, on a parlé des collectivités territoriales, mais moi, j'ai envie de vous dire, regardez aussi les galaxies, regardez les syndicats intercommunaux qui travaillent sur la mise en place de la directive européenne sur le bruit, par exemple, Bruit Parif à Paris, sur la qualité de l'air, Air Parif. Et donc là, vous avez besoin de qualité scientifique, technicienne, vraiment très, très spécifique. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on n'a pas encore pu aborder aujourd'hui, mais qui sont extrêmement intéressantes et où la nouvelle loi de programmation de la recherche, avec ce volet sciences avec et pour la société, offre vraiment une myriade de possibilités. Merci Marie. Est-ce que Nolwenn prend la parole? Micro de... Voilà. Oui, c'est vrai, le micro, pardon. Je disais oui, c'est vrai que j'avais levé la main il y a un petit moment et au final, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et je partage évidemment. Peut-être en complément de ce que vient de dire Marie, et j'ai vu dans le chat que ça avait été mentionné à un moment, il y a des ressources pour identifier aussi les collectivités un peu en transition ou en tout cas ouvertes à des méthodes innovantes de conception des politiques publiques. Il y a le site de la 27e région qui recense des programmes, des collectivités aussi qui sont engagées sur ces thématiques et aller voir aussi du côté des laboratoires d'innovation publique. Puisque, donc, à l'image de ce qu'on peut faire dans la direction R&D et de ce que font aussi d'autres collectivités, ça peut être des ressources assez précieuses et des contacts assez intéressants aussi pour justement aller sur ces thématiques d'innovation publique qui sont aujourd'hui, je pense, en tout cas, de beaux débouchés aussi pour les jeunes docteurs. Et enfin, Sophie. Et puis après... Le conseil que je peux donner, en tout cas pour le côté fonction publique hospitalière, c'est s'adapter, en fait, ne pas avoir, enfin, se lancer, se faire confiance et s'adapter. Quand on a fait une thèse, on est capable de faire plein de choses. Enfin, on a forcément eu des péripéties au sein de la thèse et donc on a su rebondir par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer. Et par la suite, faut continuer. En fait, on s'adapte. On contourne on trouve des solutions à chaque problème et c'est comme ça qu'on y arrive. Merci pour tous vos conseils. Donc là, on va passer à la phase, il nous reste 20 minutes à peu près, donc on peut prendre quelques questions. Et Gauthier a relevé la main. Donc Gauthier, c'est à vous. On va lui donner la parole. Voilà. Excuse-moi. Oui. Oui, super. Ouais, merci beaucoup. Je me permets de poser la question à l'oral parce que je voulais vraiment vous remercier pour toute cette session de 2 heures. C'était très intéressant et j'étais vraiment ravi de voir qu'il y a autant de docteurs en fait dans la fonction publique et de gens qui ont envie de le devenir. Donc merci beaucoup. Alors je voulais poser une question sur en fait les concours. Alors, dans mon cas plutôt de la haute fonction publique parce que c'est ce qui m'intéresse ou en tout cas c'est ce que j'ai creusé pour l'instant, mais peut-être que ça intéressera d'autres personnes.
Vous avez parlé de se former, enfin, de se préparer pour passer ces concours. Donc, bien sûr, on peut potasser dans son coin la finance, l'organisation de l'administration, etc. Mais il y a quelque chose qui me semble plus difficile à faire soi-même, c'est d'apprendre notamment à rédiger les notes qui sont souvent exigées, notamment donc, au concours docteur de l'INSP, mais aussi pour le corps des mines, parce que je suis en sciences dures de mon côté. Euh, Comment faire? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous savez s'il y a des bonnes formations? Je n'ai pas tellement trouvé pour apprendre à rédiger ces notes de synthèse ou notes en tout genre au concours. Voilà. Merci d'avance. Alors, je vais évidemment pas faire de la pub pour certains dispositifs. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'avec mon équipe, on a contribué à la direction de la recherche de l'INSP à réécrire certains attendus d'épreuves de concours. Et on a aussi renouvelé les membres du jury, les membres universitaires des jurys, ça fait à peu près 80 personnes, hein. Un jury, moitié d'universitaires et moitié de praticiens de la haute fonction publique. Et on a briefé tout le monde quant au fait que l'un des objectifs de diversification ne pourrait être atteint que si on a bien conscience du fait que ce qui compte, c'est les connaissances de contenu et la maîtrise d'un certain nombre de méthodes qui sont liées à ce que seront des fonctions administration, action publique. Donc, les attendus de concours, même s'ils sont peut-être un peu plus longs, ils sont désormais beaucoup plus explicites que par le passé. En tout cas, on a vraiment, enfin, regardez et vous me direz, je serai très preneuse de votre avis parce qu'on s'est arraché plein de cheveux pour essayer d'atteindre cet objectif en se disant, il n'y a pas de raison qu'il faille faire une prépa à 15 000 balles pour savoir lire un énoncé de concours. Et ça, c'est un point très, très, très important. Donc, je pense que vu les infos qui sont, par exemple, sur le site de l'INSP, vous pouvez vous entraîner. Et là où je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est le contenu, c'est pas seulement l'apprentissage en termes de connaissances, c'est aussi savoir-faire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez faire relire ce que vous faites quelque part? Et ça, normalement, c'est le cas à différents endroits de l'université, dans des dispositifs d'IPAG, de prépa concours, de CEPAG. Enfin voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vous former à l'école d'affaires publiques de Sciences Po, même si c'est pas l'un des trucs les plus chers qui existent. Donc c'est voilà, il y a à mon avis, il y a plein de dispositifs. Mais je pense que dans un premier temps, il faut vraiment prendre le temps de lire attentivement les attendus des différentes épreuves. Ce qui est attendu dans les notes est un peu variable suivant les épreuves. L'objectif, c'est que ce n'est plus jamais une espèce de dissertation de culture générale. C'est toujours quelque chose de plus opérationnel. Dans un certain nombre d'épreuves, désormais, vous pouvez faire une cartographie des risques, faire un rétroplanning, proposer des éléments un peu plus opérationnels. Et ça, normalement, il y a aussi des bouquins qui commencent à exister et qui prennent compte de ces différents aspects. Avec une bonne analyse de l'ensemble, je pense que c'est plus facile désormais que ce que c'était avant sur ces questions. Et pour rajouter, ce que l'on fera également, c'est qu'on vous enverra en fait des informations, parce que par exemple pour le corps des mines, le ministère de l'économie et des finances, il y a une association en fait justement des mines qui vous aide justement à faire des ateliers et qui d'ailleurs intervient parfois dans certaines universités. Donc après, c'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous en fait de votre collège doctoral où vous pouvez avoir dans le catalogue de formation, dans le réseau aussi pas mal d'informations. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, je me rapprocherai de vous, Monsieur Lagarde, puisque c'est vous mon collège doctoral. Vous êtes à Sorbonne Université? Tout à fait. Très bien, parce qu'on a fait quelque chose sur les mines avec justement une personne du ministère qui est venue. Ah oui, je n'étais pas disponible. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Et je vous enverrai les infos et on l'enverra à tous les doctorants et les jeunes docteurs présents. Hein. Merci. Il y a une question de Patrice Leroux. Mettez votre micro. Ah. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je ne voyais pas le bouton. Je voulais vous poser une question, c'est un peu par rapport à moi. Bon, j'étais fonctionnaire, j'étais professeur des écoles avant, je suis tombé malade
Et finalement, quand je me suis remis, je suis retourné à l'université et j'ai mon handicap qui est reconnu. Un docteur qui a un handicap reconnu peut-il tout de même avoir un accès, comment dire, à la fonction publique, surtout quand c'est un handicap qui est invisible? D'une Je manière vais, générale? je vais mettre Oui, ma allez-y, casquette de allez-y. juriste et dire, Voilà, bien sûr, bien sûr. Oui. j'ai presque envie de dire encore heureux. Mais bon, bien Oui. sûr, il faut Comment réussir les concours, mais la condition est la même pour Mm. tous. J'ai recommencé à zéro mes études, je suis dans une nouvelle branche, le droit, donc là je viens d'arriver en doctorat et je ne voudrais pas que tous ces efforts soient vains, tout simplement, c'est normal. Après, comme dans les entreprises, en fait, dans le secteur privé, la fonction publique aussi a un bon nombre en fait de personnes qui ont qui sont en situation de handicap, visible ou invisible. Ce qui prime, c'est surtout en fait, voilà, les compétences en fait pour le poste, tout simplement. Il y en a 2 dans mon équipe, qui n'est pourtant pas si grande, donc c'est possible. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Voilà, vous pouvez les poser à l'oral, il suffit de lever la main. Autrement, on va demander à nos collègues qui ont scruté le chat. On les remercie vivement d'avoir regardé toutes les questions et déjà bien alimenté par des liens, par des réponses, les questions. Donc, à nos collègues, Candice, Valérie, j'ai vu Latifa, Frédéric, est-ce qu'il y a, je dirais, peut-être une question qui revient, qui pourrait être posée et à laquelle on n'a pas encore répondu? Il Il y y a a Léo Léo. qui a une question. Léo. Vous avez la parole. Bonsoir Léo. Votre micro est coupé, en fait. Oui. Léo, vous avez la parole, mais votre micro est coupé, ou si vous n'arrivez pas, vous pouvez nous poser la question via le chat. Non. Ah, voilà. Alors, allez-y. En attendant la question de Léo, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on approche de l'heure de fin. Peut-être, moi, je voudrais insister sur un point qui a été évoqué par Marie et puis par Candice dans le chat, c'est le lien avec la société et la responsabilité que vous, docteurs, que nous, docteurs, avons vis-à-vis de la société pour expliquer nos travaux. Donc, ce lien avec les citoyens, c'est déterminant à deux titres. C'est un très bel exercice. Il est difficile d'expliquer ces sujets de recherche aux citoyens lambda. Donc, je peux que vous inviter à contribuer à la fête de la science, à la nuit des chercheurs, à toutes les opérations en lien avec science, avec et pour la société, comme l'évoquait Marie, là, ce qu'on appelle le label SAPS. C'est un exercice qui est compliqué, mais qui est très formateur et qui peut vous être utile un jour pour expliquer votre thèse à un employeur. Et voilà, ça c'est la première utilité. La deuxième, c'est cette responsabilité collective que l'on a, la période Covid nous l'a montré. On a la responsabilité d'expliquer nos travaux, de les rendre audibles, intelligibles pour le citoyen lambda. Et ça, je trouve que c'est un bel effort. Et quelque part, c'est une belle mission d'ambassadeur que vous avez toutes et tous quand vous avez le doctorat en poche. Donc ça, je trouve que c'est important à double titre et je voulais le souligner. Merci Sébastien. Léo, est-ce que vous êtes connecté ou pas? Sinon, je vais donner la parole à Léo a Sidonie. posé sa question en ligne. Ah, alors on va retrouver Il la demandait question. si le fait d'être agrégé ou certifié change quelque chose ou aide pour certains concours et passerelles. De mon côté, je dirais non, mais ça Sur la méthode, sur la ça reconnaît méthodologie. un type de compétence supplémentaire chez vous, c'est-à-dire une compétence pédagogique. Mon côté optimiste me porterait à dire que dans ces conditions, vous serez plus apte à savoir expliquer ce que vous faites, et donc a priori, voilà. Mais ça ne repose que sur vos compétences et peut-être sur vos qualités personnelles. Il n'y a pas de dispositif spécifique à ma connaissance. Je n'ai pas l'impression que ça soit le cas non plus dans la territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
Alors, pour rejoindre la question de Léo, il y a la même question, mais pour les normaliens. Même réponse de mon côté. D'accord. Donc, merci. Il y a Sidonie qui a la main levée. Sidonie. Sidonie, vous avez la parole, mais votre micro est coupé. On va revenir vers vous, on va donner la parole peut-être avec quelqu'un d'autre. Non, parce qu'il y avait Léo qui a la main toujours levée et celle de Sidonie. Après, c'est dans le chat. Alors, Sidonie, si Ah, vous Sidonie n'arrivez pas à n'arrive pas allumer à votre allumer. micro, voilà, posez la question et puis on va tenter d'y répondre. En attendant que Sidonie pose sa question, moi je souhaitais aussi remercier voilà, tous les collègues qui œuvrent tous les jours en fait, dans les collèges doctoraux de France à la réussite en fait, des doctorantes et des doctorants. C'est important parce que ce sont des équipes qui sont très motivées et qui travaillent en fait pour les doctorants, les jeunes docteurs. Et ça, il faut également les remercier. Alors, Sidonie voulait reprendre la question d'Arnaud, mais elle est très loin dans le fil maintenant. Donc, est-il possible de la... Je crois que c'était peut-on proposer un sujet de recherche au CHU? Je crois Ah, que je viens de le voir ça? passer. Alors, Sophie, oui, a C'est pour répondu tout Sophie, à alors. l'heure. Oui, Oui. j'active mon micro. Alors, oui, comment s'inscrire et rechercher les financements dans un CHU lorsque nous n'avons pas de compétences médicales? En fait, il faut consulter les annonces pour enfin, les CHU publient sur leur propre site internet leurs offres d'emploi. Et donc ça, c'est si on a de la chance, s'il y a une recherche de contrat en tant que chargé de projet, par exemple. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour pouvoir postuler à ce type de recherche. Après, si on veut, si on voit qu'il n'y a pas d'offre d'emploi et qu'on veut proposer un sujet de recherche, ça va être difficile si vous n'avez pas de financement. Mais par contre, ce qui est envisageable, c'est de répondre à un appel à projet. Enfin, chercher quelqu'un qui va vous aider à répondre à un appel à projet de recherche. Ça peut être une fondation, ça peut être une association de patients. Enfin, il y a tout un tas d'organismes qui proposent des financements pour obtenir, pour lancer des projets, en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, ça me semble la manière la plus simple de procéder pour réussir à se faire financer. Après, tous les CHU, normalement, un CHU, ça a une mission de soins, bien sûr, puisque c'est un établissement de soins, de recherche et d'enseignement. Après, il y a énormément de thématiques différentes. Et je pense que pour cibler un CHU qui porte la thématique qui nous intéresse, il faut regarder dans les publications des auteurs voilà, pour connaître leur thématique dans un premier temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup Merci, pour la réponse. Il y a Laura qui... oui. Voilà. Laura. Est-ce que c'est le même problème de... Ah, si le micro fonctionne. Non, je pense que c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, oui. Bonsoir, merci pour tout. C'était vraiment très intéressant. Petite question, c'était peut-être bête, mais si on a travaillé au CNRS, est-ce que ça donne accès au concours interne? Enfin, quel concours on peut postuler en tant que doctorant, aussi bien dans le territorial que dans le... J'ai répondu dans le chat de manière brève, je m'en excuse, mais oui, ça donne accès au concours interne. C'est un poste fonction publique et ça donne accès au concours interne, bien sûr. Ok, d'accord, super, merci beaucoup. Après, il y a des règles qui varient quand même Voilà, de oui. durée, en fait. Il faut avoir un état de service public et en fonction du concours que l'on passe, il faut tant d'années, etc. Enfin, ça, faut vérifier. Mais effectivement, après, ce qui est cumulé en tant qu'emploi service public l'est, quoi qu'il arrive. D'accord, merci. Il ne peut pas y avoir que des mauvaises nouvelles. Oui. Je vais prendre une question qui était dans la fonction question-réponse, qui n'était pas dans le chat. Question posée par Xavier, où trouver les offres d'emploi pour intégrer les collectivités territoriales et est-ce qu'une
candidature spontanée auprès d'une métropole est une idée pertinente. Donc ça serait plus... Alors, pour la candidature spontanée, je pense que c'est pas mal déjà de se renseigner, c'est-à-dire d'essayer de voir s'il y a des postes vacants parce que sur, chaque site de chaque collectivité territoriale, les sites internet en général, vous avez la liste des postes vacants, ce qui peut vous permettre de voir si effectivement, il y a un poste qui pourrait correspondre, à vos souhaits. Après, vous pouvez toujours effectivement envoyer une candidature spontanée. La situation actuelle des collectivités territoriales n'est pas nécessairement à la création de postes, actuellement. En revanche, il y a beaucoup de postes à pourvoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de postes qui sont non pourvus pour l'instant. Donc, il faut vraiment regarder. Merci pour ces Merci. précisions. On arrive à la fin en fait de ce webinaire. Moi, je souhaitais remercier en fait tous les participants, hein, donc Sébastien, Marie, Céline, Sophie, Amélie, Nolwenn, d'avoir gentiment accepté en fait de prendre du temps et de répondre à toutes ces questions. Merci aussi aux collègues Candice, Frédéric, Valérie, Latifa, Hendrix, et puis aussi à toi, Christelle, d'avoir Merci à toi. co-organisé, d'avoir répondu aussi aux questions en ligne. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous revoir entre collègues et faire un point et essayer de compiler en fait un petit peu des informations à vous renvoyer. Ça va prendre un petit peu quelques jours, mais on vous enverra des informations, notamment là j'ai vu sur l'entrepreneuriat, les pépites, les concours de la fonction publique, quelques informations avec des liens. Et encore une fois, surtout, rapprochez-vous de votre collège doctoral et de son catalogue en fait de formation et des équipes qui sont à votre disposition. Christelle,